Et quand vous avez un enfant avec un cerveau très réactif au stress, il va être moins consolable, il va faire plus de colère plus souvent, il va moins sourire, il va être plus dur à challenger. Et donc, du coup, ça va impacter forcément la relation de fratrie et forcément ce qu'il est lui et forcément sa personnalité plus tard qui va se construire vers l'âge de 20-25 ans, se stabiliser. Donc, quand on a un enfant vraiment tempérament très très réactif, on voit que quand l'environnement familial, il est bienveillant, calme, empathique, il a un style démocratique, c'est-à-dire non violent en gros, ça vient diminuer la réactivité de son tempérament et ça diminue le risque d'anxiété. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Cet épisode a été enregistré en live le samedi 8 février 2025 pour notre premier événement live avec la matrescence. Vous avez donc le son qui diffère un peu des épisodes de d'habitude. Vous avez l'ambiance, vous avez les questions-réponses, vous avez notre interaction avec le public. On était vraiment sur un moment assez privilégié et exceptionnel. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que l'on a pris de plaisir à le réaliser. Merci à vous, je vous souhaite une très très bonne écoute. Je voulais vous remercier infiniment parce que on a fait les comptes et on sait qu'il y a beaucoup de Parisiens et Parisiennes qui sont descendus ici. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour ceux qui ont pris le train et qui sont venus là ? Il y a aussi des Toulousains et des Toulousaines qui sont venus, je sais, donc on peut les applaudir, merci. Ça, c'était les gros contingents de ce soir, mais il y en a, je sais, qui sont venus de toute la France. Il y en a même qui sont venus de l'autre côté de Nice. Je crois qu'il y en a même qui viennent du Nord-Est. Donc vraiment, merci infiniment. Je suis très touchée que vous ayez fait le déplacement. Est-ce que le son, ça va ? Jusqu'ici, ce soir, pour être avec nous. Ma première question, c'est est-ce que ça va ? Ouais ? Ça va ? Je sais, vous avez patienté dehors. Il pleut un peu. Bienvenue à Bordeaux pour celles et ceux qui connaissent pas. C'est pas toujours hyper sympa le temps. On a eu un petit peu de rayon de soleil aujourd'hui. Alors d'abord, je voulais commencer par dire merci à ma team parce que si on peut être là ce soir, il y a Morgane, Anouk, il y a Pauline aussi. C'est pas grâce à moi, je vous le dis direct. C'est pas du tout ma zone de génie d'organiser quelque chose comme ça. C'est elles qui ont tout monté, qui ont tout fait, et donc vraiment merci. D'autant plus que c'était pas gagné, pour être tout à fait honnête. Depuis ce matin, j'ai passé toute ma journée au lit. Il y a une petite photo pour vous montrer. Voilà, c'était moi ce matin. J'ai possiblement la grippe ou la gastro, donc au choix, je ferai pas de bisous et de câlins. Je vais rester loin sur la scène, mais après on pourra s'amuser. Mais j'ai beaucoup dormi aujourd'hui pour pouvoir avoir de l'adrénaline, donc comme quoi l'adrénaline et le maquillage, ça marche très bien quand on est malade. Il y a des retardataires, mais c'est Olivia, c'est une de mes meilleures amies. En même temps, Olive, si t'avais été à l'heure, j'aurais pas compris. Ça aurait pas été normal. Je voulais dire un très grand merci à mes cousins, cousines qui sont là, qui ont fait le déplacement, à mes meilleures copines qui sont là, elles sont pas toutes là ce soir, mais elles sont dispatchées, parce que je suis très touchée qu'elles puissent me voir sur scène. Elles ont été vraiment un socle pour moi depuis que je suis devenue maman. Je veux dire merci à mon mari qui est là, qui se cache derrière, qui a dû laisser nos enfants en pleurs, qui était pas contente qu'on soit là. À tous mes potes, il y a même des gens de l'athlé ici que j'ai connus dans une autre vie, il y a 20 ans à peu près, j'ai vu vos noms dans les participantes. Il y a des invités à moi du podcast, et notamment je voudrais dire bonjour à Marie et à Cédric, parce que Marie c'est ma première invitée, il y a 6 ans maintenant, Marie Kao, qui a accepté à l'époque alors qu'elle savait pas du tout ce que c'était de bien vouloir répondre à mes questions. J'avais été chez elle à mi-temps, donc je suis très touchée qu'elle soit là ce soir.
Ça va bientôt faire 6 ans que j'ai lancé ce podcast. Et aujourd'hui, je suis vraiment honorée de pouvoir parler des frères et sœurs, notamment parce qu'il y a ma sœur qui est ici. Je pense qu'elle s'attendait pas à ce que je l'affiche, mais si, je vais l'afficher un petit peu. Ma sœur, c'est ma petite sœur. Elle aurait toujours détesté que je dise que c'est ma petite sœur. Ça a été difficile l'adolescence entre elle et moi, et on va en parler aujourd'hui justement sur ces relations entre les frères et sœurs. Oui, elle m'a cassé le doigt, je tiens à le dire. Oui, elle m'a piqué beaucoup mes fringues, mais aujourd'hui, on est adultes et je pense qu'on est hyper proches. Si vous avez déjà testé d'élever vos enfants avec votre sœur ou avec votre frère, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. Donc merci d'être là, merci d'avoir fait le déplacement. Alors, je vous le disais, ce soir, on va parler d'un sujet passionnant qui vous concerne sûrement si vous êtes là, parce que soit vous avez des frères et sœurs et vous avez envie de comprendre cette relation, soit vous avez des enfants, plusieurs ou en projet, que vous vous posez des questions sur cette relation si particulière. Je vais vous expliquer, la soirée, elle va se dédier en 3 parties. On va avoir l'interview, donc il va falloir être concentré, ça va être un peu long peut-être, ou pas, ça va être très intéressant. Mais après, vous inquiétez pas, on va pouvoir faire la fête dans la 2e partie. Vous aurez un verre offert, c'est Maison Julia, vous connaissez peut-être pas, mais c'est un spiritueux sans alcool. Vous allez voir, ça sent bon la Provence, donc on pourra partager un verre. Je suis désolée si je ne vous fais pas de bisous et de câlins, parce que vraiment, j'ai pas envie de vous donner mes microbes. Et ensuite, vous pourrez aller faire une dédicace si vous avez acheté les livres avec Héloïse. Et en dernière partie, on va danser, on va faire la fête avec Yasmine qui est là. Je pense qu'elle est derrière, je sais pas où elle est, mais on va bien s'amuser. Voilà, elle est là. Merci Yasmine. On va pouvoir profiter dans ce superbe lieu tous ensemble. Alors, je vais vous demander d'accueillir bien fort notre invitée de ce soir. Elle est là, elle est bordelaise d'adoption, on peut le dire. Maintenant, ça fait 8 ans qu'elle vit ici. Elle est docteure en psychologie. S'il vous plaît, Héloïse Junier. Bonsoir tout le monde. Allez, on s'assoit. Alors, avant de commencer déjà, je vais vous faire participer un petit peu. Qui a des frères et sœurs dans la salle? Ouh, attends, quand même, je me lève un petit peu là. Quasi tout le monde. Ok. Qui n'a que des sœurs? Ok. Qui n'a que des frères? Non, pas moi du coup. Ok. Qui a frères et sœurs? Ok, un tiers un peu, j'ai l'impression. Ok. Qui est la grande ou le grand de la famille? Qui est l'aîné? Ok. Qui est celle du milieu? Ou celui du milieu? Ok. T'es celui du milieu. Qui est le petite dernière? Ok. Pareil, je trouve que c'est plutôt équilibré. On a à peu près de tout. Qui a un seul enfant aujourd'hui? Ok, donc vous venez, peut-être que vous avez des questions à vous poser sur cette relation-là, à venir ou pas. Qui a beaucoup d'enfants? On va dire plus de 3. Plus de 3, c'est une grande famille, donc plus... Ah là, on n'est pas beaucoup par contre. On peut les applaudir, oui, ceux qui ont plus de 3 enfants. Franchement. Ce qui veut dire qu'en moyenne, qui a 2 enfants? Vous êtes à peu près, à mon avis, la grande majorité. Voilà, c'est un grand classique, 2 enfants. Très bien. Qui a plus de 4 enfants? Non, ok. Qui a plus de 3? Il y a mes cousins, là. Ok. Donc, il y en a qui ont 4 enfants ici. Ouais, vraiment. Bravo, on vous félicite. Pour en avoir 3, je sais que non, je n'irai pas sur le 4e. Donc, je vous tire mon chapeau. Ok, donc vous voyez ici, on est pas mal. Qui a des frères et sœurs en famille recomposée? Demi-frères et sœurs? Eh, pas mal, ok. Vous avez des grandes... On est dans les stats, je pense... de la moyenne nationale. Donc vous voyez ici, ça veut dire vraiment, on est toutes et tous concernés par cette relation de frères et sœurs. On se pose forcément des questions à un moment. Non, j'ai pas demandé qui est enfant unique. Est-ce qu'il y a des enfants uniques? Bien sûr, oui. Je t'ai regardé, Chloé, je me suis dit que j'avais oublié cette config. Il y a des enfants uniques, très bien. Parce qu'on va parler de ça aussi. Il y a beaucoup de clichés autour des enfants uniques. Les pauvres, ouais, beaucoup de clichés. Alors, on est prêts? Parce que ce sujet, on en parle beaucoup. Tu l'as dit, t'en as écrit un livre entier, d'ailleurs. Hein, aujourd'hui, on est là pour ça. Il y a énormément d'études qui sortent sur le sujet. Donc, ça veut dire que ça intéresse les chercheurs. On essaie de comprendre pourquoi. Simplement, déjà, parce que comme tu le dis dans ton livre, c'est une relation qui dure
très longtemps, qui est là... la plus longue d'une vie. Et avant de commencer, je voulais d'ailleurs avoir une pensée pour tous les frères et sœurs qui sont plus là aujourd'hui, parce que ça peut arriver aussi dans vos familles. Ça peut aussi arriver que vous ayez porté des enfants et que aujourd'hui, voilà, il en manque quelques-uns et je sais que on peut avoir une pensée pour ces gens-là. Donc c'est une des relations qui est très très longue, qui est celle la plus intense, parce qu'elle commence dès le début. Ce sont les gens qu'on connaît depuis le plus longtemps, qui vont rester potentiellement le plus longtemps avec nous. Et donc ma première question, Héloïse, c'est que toi, tu es la dernière d'une grande sœurie. C'est vrai. Tu as 3 sœurs, c'est ça? 3 grandes sœurs. 3 grandes sœurs. Ça fait quoi d'être la dernière? Je sais pas ce que ça fait, parce que j'ai jamais connu autre chose. Mais avantage, inconvénient, je dirais, comme toute configuration. C'est vrai que je suis la petite dernière. On m'a souvent fait dire, d'ailleurs, que tu es la petite dernière. On l'a souvent entendu. J'ai souvent expérimenter ça, oui. Ça, c'est la chouchoute, petite dernière. On va voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ah, tu as eu cette étiquette d'être la chouchoute. Je défends, en fait, les cadets et les cadettes parce qu'on nous prend souvent pour des chouchous, des petits derniers. Mais en fait, c'est pas si facile que ça. Et on verra les inconvénients aussi de la position du petit dernier, ouais. T'as tous les aînés qui font pas trop. Là, je parle que aux cadets, en fait. Les autres, non. Ouais, c'est la bataille, en fait. Hein. Oui, justement, on va parler de la position dans les fratries parce que ça aussi, ça a été étudié. Ouais. Alors, dans ton livre, tu dis d'entrée, je vous préviens, que si on cherche une recette miracle pour qu'il n'y ait plus de conflits entre les frères et sœurs, c'est raté, c'est pas ici qu'on va trouver ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de manière générale, la fratrie, elle est profondément ambivalente. Et dans tous les cas, les conflits vont exister. Même dans les fratries qui sont dites vraiment consensuelles ou chaleureuses, il y a forcément des conflits. Donc l'objectif, d'ailleurs, du livre et de la vie en général, c'est pas d'arrêter tous les conflits. Vous n'y arriverez pas, personne n'y arrivera. Mais c'est d'en diminuer, et 1, la fréquence, c'est déjà pas mal, et 2, l'intensité, dans le meilleur respect de chacun. C'est vraiment ça l'objectif. Tu compares aussi ça un peu au couple, c'est-à-dire que c'est pas possible de vivre en couple sans conflit. Mais exactement, en fait, c'est une relation qui est vivante, donc de base, elle est conflictuelle un minimum, ouais. Donc elle peut être un peu difficile, elle peut être intense. Elle peut être intense. Pourquoi est-ce que tu t'es toi intéressée à cette thématique particulièrement ? En fait, alors pour 2 raisons. Déjà, d'une part, parce que j'ai moi-même 2 filles et je galère à fond pour la régulation des conflits, c'est très compliqué. Et quand j'ai eu ma 2e fille et je voyais que je galérais autant, je me suis dit, il y a des trucs que je sais pas sur la fratrie. Et clairement, pour être une meilleure maman, il faut écrire un livre. C'était la seule solution que j'ai vue dans ma position. Et surtout, cette relation de fratrie, si elle me fascine autant, c'est parce qu'elle est profondément, hors norme. Déjà, c'est la plus longue d'une vie. Elle peut durer de 90 ans, elle est vivante, cette relation. Elle est ce qu'on appelle émotionnellement désinhibée. C'est-à-dire que c'est des émotions qui sont très fortes, qu'elles soient positives, négatives. Et en 1 minute, vous pouvez connaître plein d'émotions différentes, hyper fortes. Plus que dans un couple encore, en fait, tellement c'est désinhibé. En plus, c'est une relation qui est intime, parce que du coup, elle est en cohabitation pendant des fois 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, il y a plein de côtés très hors normes. Et surtout, ce qui me fascine, c'est que c'est une relation qui est indestructible. C'est-à-dire que quel que soit le conflit qui vous oppose à votre frère ou votre sœur, le degré de violence que vous pouvez atteindre, le lendemain, ça restera votre frère et votre sœur. Donc les enfants expérimentent plein de choses qu'ils ne feraient jamais avec un enfant de l'école, par exemple, ou un cousin ou une cousine. Parce qu'ils savent que le lendemain, de toute façon, ils vont se réveiller, il ou elle sera toujours là. Et sera toujours là. C'est vraiment un terrain de jeu incroyable, dans tous les sens du terme. C'est vrai. Non, en couple, c'est pas ça. En couple, t'as rien d'acquis, en fait. Jamais rien acquis. Là, c'est acquis pour la vie, en fait. Bon, avantage, inconvénient. Je sais pas si c'est bien. En tout cas, on ne demande pas à avoir des frères et sœurs. On a cette relation-là. Ils sont là dans notre vie. Ils sont là. Ouais. On n'a pas vraiment le choix. On doit composer avec. Et c'est ce qui fait tout le sel de cette relation. C'est ça que tu dis. Exactement. J'ai pas posé la question, mais qui a une super entente avec ses frères et sœurs adultes ? Une super. Ah ouais. Ok. Et qui ne le supporte pas ? Allez-y, si vous supportez pas. Vous n'êtes pas filmé là, c'est bon, c'est toi, anonyme. T'as pas une jumelle ? C'est vrai qu'en plus, on n'a pas demandé. Il y a des jumeaux et des jumelles ici. Je sais, il y en a au moins 2 paires que je connais. Ah non, il y a des pas mal, oui. Morgane a une jumelle qui travaille avec moi. Elle est là, je crois, Audrey. Ok, il y a des on va en parler. C'est un autre type de relation, les jumeaux et jumelles. Effectivement, ouais. Ah, mais on peut pas garantir qu'on va s'entendre toute notre vie avec les frères et sœurs après. Mais non. En tout cas, enfant, c'est ça que tu dis. C'est une relation avec laquelle on doit composer quoi qu'il arrive. Donc, ça nous apprend à devoir naviguer autrement puisque il y a une permanence. Il y a une permanence. Et du coup, même tout ce qui est conflit, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais les conflits, généralement, quand nos enfants se disputent, on se dit ah non, putain, ils se disputent encore, on entend crier, on se dit ah putain, j'aurais dû avoir qu'un seul enfant, ça aurait été plus simple. Et en fait,
les conflits sont source d'apprentissage énorme chez les enfants. On apprend à être en désaccord, on apprend à trouver des compromis, on apprend à se dire, ah quand je dis ça, ça fait mal à l'autre, quand je fais ça, l'autre est content. Donc, on apprend des relations sociales profondément parlant dans la fratrie. Et les disputes, notamment, sont des vrais vecteurs d'apprentissage des compétences sociales et émotionnelles. Et si en plus, on verra tout à l'heure, on les régule bien en tant que parents, mais alors là, l'apprentissage est démultiplié. Donc, faut voir ça comme des moments d'apprentissage. On les vivra beaucoup mieux, ces conflits. Ah ouais, là, je pense qu'il y a plein de parents qui disent ah ouais, faut le voir. Ouais, c'est vraiment, en tout cas, sur un plan pur psychologique, c'est vraiment source de plein de choses. Au niveau sonore, c'est pas la sensation qu'on a. C'est clair. Dans l'apprentissage. Moi, j'ai vu des boules qui est parfois tellement c'est dur, quoi. C'est vrai que c'est dur. C'est clair. Alors. Ouais. Quand on devient parent de plusieurs enfants, donc on compose notre fratrie, on peut souvent être surpris de capter que nos enfants, ils sont extrêmement différents. C'est vrai que quand on a un seul, on n'a pas de référence, donc on ne sait pas trop si c'est son caractère, c'est le développement normal. Quand on en a plusieurs, on se rend compte que là, voilà, chacun réagit différemment. Comment est-ce que c'est possible, sachant qu'ils évoluent dans la même famille, si c'est avec les mêmes parents, à la même époque plus ou moins, pour qu'il y ait autant de différences? Ça, c'est une vraie bonne question. En fait, on remarque que ce qui fait un être humain, enfant ou adulte, c'est le fruit de beaucoup de facteurs qui sont endogènes, du coup liés à l'être humain lui-même, on va voir quoi, et exogènes, liés à l'environnement. Et l'un des facteurs qui explique que les enfants sont pas les mêmes alors qu'ils ont les mêmes parents, la même maison, les mêmes conditions de vie, déjà, il y a l'ordre de naissance. On verra que c'est pas pareil d'être le premier, d'être le deuxième, d'être le troisième d'une fratrie, le quatrième. Il y a aussi le tempérament. Chaque enfant naît avec un tempérament qui lui est propre. Le tempérament, on est avec, on l'évalue très bien dans la recherche vers 6 mois de vie environ. Et le tempérament, alors j'aime bien parler de ça parce que les parents, ça les éclaire beaucoup. En fait, c'est comme si il y a des enfants qui ont un tempérament qui est très réactif, d'autres qui est moins réactif, qui sont moins réactifs. Et en fait, c'est un cerveau qui va être plus ou moins réactif au stress. Et quand vous avez un enfant avec un tempérament très réactif, on appelle ça dans la recherche, nous, hautement réactif, il va avoir un cerveau très réactif au stress, il va être moins consolable, il va faire plus de colère, plus souvent, il va moins sourire, il va être plus dur à challenger. Et donc, du coup, ça va impacter forcément la relation de fratrie et forcément ce qu'il est lui et forcément sa personnalité plus tard qui va se construire vers l'âge de 20-25 ans, se stabiliser. Donc, il y a le tempérament, il y a aussi la génétique. Parce que, à moins d'être jumeaux monozygotes, on a un bagage génétique qui est commun avec le frère et la sœur et on a un bagage génétique qui n'est pas commun. Il y a aussi, on voit l'âge des parents. Pareil, avoir un enfant à 20 ans, c'est pas comme avoir un enfant à 40 ans. Donc, il y a aussi une variabilité. Donc, il y a plein de facteurs. Et l'un des facteurs aussi que je trouve intéressant, c'est ce qu'on appelle les expériences non partagées. C'est-à-dire que les frères et sœurs, au quotidien, ils partagent plein de choses. On est d'accord? Mais au fur et à mesure de leur croissance, et puis surtout quand ils vont aller à la crèche, ou à l'école, ou chez la SMAT, ou plus tard, ils vont avoir plein d'expériences non partagées, c'est-à-dire ce qu'ils vont vivre en dehors de la famille. Et ça aussi, ça va les impacter, et ça va faire ce qu'ils vont devenir plus tard, ou ce qu'ils sont sur le moment. Donc il y a plein de choses, finalement, qui nous échappent et qui font que chaque être humain est unique, pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois souvent dans ta pratique, que les parents sont étonnés que leurs enfants ne se ressemblent pas au niveau du caractère? Mais oui, d'ailleurs, je me souviens d'une fois en consultation, il y avait un papa qui m'avait dit « Je ne comprends pas parce que la grande nous ressemble, mais la petite ne ressemble à personne dans la famille. » Et alors, oui, c'est vrai qu'on peut se poser d'autres questions. Mais il n'était pas dans le genre j'ai été, pas du tout, mais quoique. Il s'est fait flouer. Ça se trouve, il l'a pas dit. Il dit j'ai pas signé pour ça. Moi, j'avais demandé 2 mini-nous. C'est vrai qu'en fait, même on s'attend à ce que nos enfants nous ressemblent. Non, il y a un peu de ça quand même. Et en fait, c'est vrai que des fois, on est étonné de voir qu'ils nous ressemblent pas. C'est pas nos valeurs, c'est pas même physiquement. Et c'est vrai que des fois, ça étonne les parents. Enfin, ce papa, il était vraiment étonné sur ce plan-là. Enfin, il ressemblait pas non plus à la mère, donc calmons-nous, quoi. Tu veux dire que les gens préfèrent se dire ok, c'est la copie conforme de moi, même si ça m'agace au plus possible, que de se dire je comprends pas d'où vient cette personne. Ouais, exactement. C'est ça. En tout cas, de manière empirique, dans les familles que je rencontre, c'est ce qu'ils me disent, ouais. C'est fou, hein. Ça les rassure. Ça les rassure, parce qu'ils savent ce que c'est, en fait. Quand quelqu'un que tu ressembles, tu sais ce que c'est, tu sais qu'elle a tes défauts, donc tu sais les réguler, et tu sais comment ils vont évoluer à l'âge adulte, en fait. Mais quand c'est quelqu'un qui te ressemble pas, c'est vraiment quelque chose qui peut les déstabiliser. Et vraiment sur le plan, soit physique, soit sur le plan psychologique, les deux plans. J'entends bien, ouais. Il y en a ici qui sont surpris. À qui les enfants ressemblent? Si vous avez des enfants, est-ce que vos enfants vous ressemblent? C'est une bonne chose ou pas? Qui a des enfants qui ne leur ressemblent pas du tout? Moi, j'en ai un. Sur les 3, j'en ai. Ok. Ah ouais, même de caractère? Qui le vit très mal? Ah, personne. Donc tu vois. Voilà, comme quoi. Ils osent pas là. Ils sont tout tranquilles.
Ils le diront à leur psy, attends. Donc ça fait partie aussi de potentiels conflits entre frères et sœurs, le fait qu'ils ne se ressemblent pas, donc ils ne se comprennent pas, donc ils s'affrontent, parce qu'ils réagissent pas de la même manière. Alors, ce que je vois dans les conflits, effectivement, il y a ce côté, ils ne se ressemblent pas, mais dans tous les cas, les conflits existeront, de manière générale. Mais par exemple, vraiment dans la fratrie, quand on a les recherches, par exemple, les indicateurs qui vont augmenter ou diminuer la fréquence des conflits dans une fratrie, il y a le tempérament qui revient. Si vous avez un des deux enfants, ne serait-ce qu'un seul, un des deux ou des trois ou des quatre, j'oublie les familles nombreuses, mais qui a un tempérament plus réactif, vraiment qui a un cerveau réactif au stress, vous avez un nombre de conflits dans la fratrie qui va largement augmenter par rapport à une famille classique. Donc ça, c'est la loterie, chers amis, c'est la loterie. La parentalité, c'est une question de chance et de génétique de base. Donc là, ça va augmenter. Et on voit aussi qu'il y a d'autres facteurs qui influencent vachement les conflits. Alors ça va pas nous faire plaisir à personne. C'est l'entente conjugale. Le degré d'entente conjugale. Et en fait, plus les parents se disputent proprement, c'est-à-dire genre les désaccords, les compromis avec intelligence, vous voyez tout ce qu'on fait pas le samedi soir quand on est trop fatigué. Et plus ça, donc quand on se dispute proprement, quand on a une bonne entente conjugale et qu'on sait résoudre des conflits, des compromis devant les enfants, ça diminue aussi la fréquence des conflits. Donc entente conjugale, c'est un des facteurs de risque. Et celui que je préfère, le plus dur à gérer, c'est le degré d'injustice. C'est-à-dire que si l'un des enfants se sent lésé, si l'un des enfants se sent victime d'injustice, là, c'est l'un des facteurs les plus puissants qui va augmenter, la fréquence des conflits, et la violence des conflits. Et ça, faut faire vachement attention, mais on en reparlera tout à l'heure. C'est dur. C'est un challenge, d'être parent. Quel métier. Qui aussi, un enfant se dit, quand elle décrit ça, qu'il y a un tempérament réactif. Moi, sur les 3, j'en ai. Moi aussi. Oh la vache, c'est dur. Ok. Qui sont les heureux qui n'en ont pas du tout? Mais ouais, on n'y savons pas. Ici, il y a une de mes meilleures amies qui a ça. Je dis toujours, t'as un bébé licorne. Je comprends pas son enfant. Un bébé licorne. Mais comment a-t-elle fait? Un enfant qui dort, qui ne dit rien. Il y a vraiment un facteur chance là-dedans. Un facteur loterie, quoi. C'est pas pour nous démoraliser. Ma sœur, elle parle de tirage de boules. Il y a la boule noire, la boule blanche, la boule multicolore. Donc là, on n'y est pour rien, en gros. Voilà. Il naît comme ça, ouais. Voilà. Après, c'est en lien. Alors, des fois, les recherches mettent ça, des fois en lien avec la grossesse. Bon, ça, c'est hyper horrible pour les parents d'entendre ça, mais des fois, c'est aussi la génétique. Il y a plein de facteurs, en fait, qui vont faire un tempérament. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il naît avec. Une fois qu'il est là, il est là. Par contre, la bonne nouvelle, quand même, faut préciser, sinon, on va tous déprimer, on va tous finir sous l'exomile avant 23 heures. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, quand on voit dans les recherches que quand on a un enfant vraiment tempérament très très réactif, on voit que quand l'environnement familial, il est bienveillant, calme, empathique, il a un style démocratique, c'est-à-dire non violent en gros, ça vient diminuer la réactivité de son tempérament et ça diminue le risque d'anxiété. Parce que ces enfants-là sont sujets plus que les autres à l'anxiété. Ouais. Alors dans ton livre, tu dédies un chapitre entier aux mythes et aux réalités qui concernent les frères et sœurs. Et je pense qu'on a toutes et tous en nous des clichés très forts sur comment se comportent les aînés, comment se comportent ceux du milieu, les derniers ou dernières de la fratrie, les enfants uniques. Est-ce que tu peux me dire lesquels t'ont le plus marqué? De mythes? Ouais. Je dirais que le mythe qui m'a le plus marqué, en fait, c'était un double mythe, et sur le coup, je m'y attendais pas vraiment. C'était, souvent, on dit, en fait, oui, les enfants, l'aîné, il est plus conformiste, le cadet, moi, du coup, tous les cadets plus rebelles, plus créatifs. Et du coup, bizarrement, mais paradoxalement, n'ayant pas encore avant étudié le sujet, je me conformais un peu dans cette étiquette-là. Et quand j'ai commencé à plonger dans la littérature scientifique pour essayer pour écrire mon livre, tout simplement, j'ai vu que c'était l'un des plus gros mythes, c'était ça. En fait, on voyait, il y a une étude qui est de 2015, je crois, faite par un laboratoire new-yorkais sur plus de 20 000 individus, qui a démontré qu'il n'y avait aucun impact sur la personnalité de l'enfant. C'est-à-dire qu'on soit premier, deuxième, troisième, ça ne définit en rien notre personnalité, et c'est complètement faux de penser que les aînés seront plus conformistes et les cadets seront plus rebelles et plus créatifs. Par contre, il y a quelque chose que je ne savais pas, parce que je suis allée plus loin dans le sujet, je me suis dit, mais il y a quand même un truc différent, c'est pas pareil d'être premier, d'être deuxième, d'être troisième, une expérience qui est différente. Et en fait, ce qui était dans la recherche très démontré, par contre, c'est qu'on n'est pas les mêmes parents, ça je ne savais pas, avec le premier, avec le deuxième et avec le troisième. Et moi, je pensais être équitable, juste. Et en fait, je me suis remarqué que j'étais pas du tout comme ça. Et en fait, l'aîné, et ça m'a vraiment beaucoup, fait réfléchir par rapport à la fratrie que j'ai à la maison. L'aîné de fratrie, il est souvent plus sujet à la pression des parents, à la pression parentale.
en fait, il se prend dans sa tête, tous nos idéaux parentaux. Les idéaux de réussite scolaire, de développement, de politesse. C'est le premier enfant, donc lui, d'ailleurs, les chercheurs parfois l'appellent le brouillon, quand même. Je salue ce soir les brouillons qui nous écoutent. Qui sont les brouillons ce soir? Allez-moi. Ouais, nous, les cadets, on n'est pas brouillons, mais bon, on va voir qu'on a d'autres inconvénients. Et donc, on est tellement en train d'expérimenter, de tester des trucs sur lui que certains, vraiment, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais certains chercheurs l'appellent le brouillon. Et en fait, du coup, ce qui est terrible, donc là, je pense vraiment aux aînés, c'est que les aînés, de par la pression qu'on leur met, ils sont plus punis, par exemple. Dans les recherches, on voit ça. Ils ont 48% de risque de plus de souffrir d'anxiété par rapport aux cadets et 35% de plus de risque de souffrir de dépression par rapport aux cadets. Est-ce qu'on peut s'applaudir, les aînés, s'il vous plaît? C'est fou, hein. Et c'est vrai que... Mais par contre, on pourrait se dire, c'est bien d'être cadet. Et en fait, non. Non, parce que les cadets, eux, la malchance qu'ils ont... Alors, la chance, c'est qu'ils ont moins la pression, parce que les autres, ils ont essuyé les plâtres, et les parents, ils sont plus mûrs quand ils arrivent au niveau du cadet. Mais l'inconvénient, c'est que les parents investissent beaucoup, beaucoup moins le cadet. Vraiment beaucoup moins. Parce qu'on a moins de temps, en fait. Parce qu'on met tout le paquet sur l'aîné. Les photos sont plus souvent prises sur l'aîné. On focus sur l'aîné. Le cadet, il se laisse un peu grandir tout seul. Mais du coup, on voit qu'à l'âge de 2 ans, ils ont un moins bon niveau de langage que les aînés. Ils ont une moins bonne réussite scolaire. À l'âge adulte, ils ont parfois des moins bons revenus. Et ils ont une moins bonne situation professionnelle. Les cadets. Et je suis cadette. Parce qu'on est moins stimulés. Voilà. Après, on peut le dire. Donc on a du mérite, tu vois. Tu l'écris beaucoup dans le livre. Ce sont des recherches Exactement. qui ne reflètent pas toutes les réalités. C'est une moyenne. Oui. Voilà. Tout le monde ne rentre pas dans ces cases-là, mais ça donne une indication. Parce que sinon, je sais, là, on est tous en train de paniquer. Tous en PLS. Là, je vois tout le monde qui est en infarctus. Là. Ouais. Nos aînés vont tous avoir un QI ici, et nos derniers, non. Oui, t'as raison. Ceux qui cherchent à avoir un deuxième enfant se disent, en fait, en fait, mais même le QI. Le QI aussi est un peu plus important chez l'aîné que chez le cadet. C'est fou, le QI. Pourtant, je crois que ma sœur soit plus intelligente que moi. Mais... En lisant ton livre, quand même, donc, j'ai 3 enfants assez rapprochés. Et donc, t'expliques bien que c'est pas une configuration idéale d'avoir des enfants assez rapprochés, en tout cas sur les études au niveau de QI. Je me suis dit, mince, c'est ma dernière quand même. C'est vrai que c'est, t'as moins de temps de les stimuler individuellement, en fait. Du coup, depuis une semaine, je lui parle beaucoup plus que... Mais non, mais c'est ça le truc, c'est intéressant, effectivement. Du coup, il faut compenser, tu vois. Parce qu'elle explique dans le livre que, du coup, on laisse un peu nos derniers et dernières avec les grands frères et grandes sœurs. Parce qu'en fait, ça nous fait un petit peu de pause. Mais sauf qu'ils ont évidemment pas le même niveau de langage que nous. Ils vont pas les stimuler de la même manière que nous. Donc forcément, c'est en reflet. C'est ça. Du coup, d'ailleurs, avoir 3 ans dans pas longtemps. Et je me dis, bon, allez, il me reste encore un petit peu. Ça a 3 ans, je suis pas trop. Les bases sont posées, quoi. T'as une semaine. Mais c'est vrai que t'as une vraie pression. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur du coup, c'est un point de vigilance, en fait. C'est vraiment un point de vigilance. Faut pas penser que les aînés les cadets grandissent tout seuls. Au contraire, ils sont plus vulnérables. Donc, c'est un point de vigilance. Faut les stimuler. Et si, en plus, vous voyez qu'ils sont en difficulté par rapport aux aînés, ne banalisez pas cette difficulté-là. Stimulez-les d'autant plus, ces années-là. Ces cadets-là, pardon. Je vais y arriver. Stimulez les cadets. Voilà, bref. Faut pas les laisser tout seuls non plus avec les grands. Est-ce que tu as été surprise aussi sur le fait de... attends, je t'en avais donné plusieurs. Les écarts d'âge. Oui, ça m'intéressait, ça. Ouais, l'écart d'âge. Ça, c'est une vraie question. En fait, il n'y a aucun écart d'âge qui est idéal, clairement. Voilà, ça, c'est bien sûr. En fait, on voit que les écarts d'âge de moins de... Ça va pas te plaire, là. N'écoute pas. Je le sais. De moins de 4 ans, on voit que ça augmente les conflits, ça augmente la rivalité, ça augmente forcément parce que l'enfant, il a 3 ans, il a un petit frère qui naît, il est encore complètement pas fini, immature, complètement en pleine croissance. Le petit chou, forcément, c'est plus dur pour lui, donc la rivalité est beaucoup plus forte. Par contre, l'avantage, et en plus, le développement cognitif peut être plus impacté, parce qu'il y a moins de stimulation. En fait, plus longtemps l'enfant est seul avec son parent, plus il sera stimulé, et plus, du coup, il a un potentiel de réussite scolaire et de développement cognitif qui est favorisé. Ce qui est logique. Mais par contre, l'avantage d'un écart d'âge de moins de 4 ans, et c'est là qu'on se dit merveilleux, ils ont plus de complicité, ils jouent plus ensemble, et ils ont plus d'intérêts communs encore en grandissant. C'est ce qu'on voit du moins dans les recherches. Bien sûr, il n'y a aucun facteur prédictif, il y a plein aussi de configurations différentes. Mais c'est ce qu'on voit pour les moins de 4 ans. Ouais, donc l'écart d'âge, comme tu dis, de toute façon, il n'y a pas de configuration idéale, chacun, on fait tous comme on peut. Tous les cas, c'est la galère au bout d'un moment. Donc, Mais on sait quels sont les avantages d'avoir des fratries rapprochées ou sœurs rapprochées et quels sont les inconvénients. Est-ce que le nombre d'enfants, ça joue ? Le nombre d'enfants par rapport à quoi ? Est-ce que ça a un impact sur le développement de l'enfant d'avoir
À partir de 3, 2, 3, qu'est-ce que dit la recherche sur le nombre d'enfants dans une fratrie? C'est un moment hyper compliqué parce que quand j'ai consacré un chapitre à la famille nombreuse et c'était l'un des chapitres les plus durs à écrire parce qu'en fait, alors, qui c'est qui famille nombreuse ici déjà? On ne sait même plus lever la main maintenant. Alors, il y a beaucoup d'enfants. 3 enfants et plus. En fait, c'est 3 enfants et plus. 3 enfants et plus. Ouais, 3 enfants. Bon, vous êtes très courageux. Vous êtes des queens et des kings. Bravo à vous. Alors, dans la recherche, en fait, ce qu'on voit, et je fais attention parce que ma sœur a 4 enfants, donc elle me surveille quand je parle des familles nombreuses. En fait, dans la recherche, ce qu'on voit, c'est que selon le modèle qu'on appelle de dilution des ressources, et ce qui paraît en même temps complètement logique, plus on a d'enfants, moins il y a de ressources parentales par enfant, ressources financières, ressources de temps, ressources d'espace, ressources de matériel, ressources de ce que vous voulez. Et du coup, effectivement, ça risque d'impacter individuellement les enfants. Alors, pas l'aîné qui a des fois 2-3 ans tout seul. Lui, il s'en sort bien, toujours l'aîné. Vous voyez, les aînés, ce que je me dis depuis le début. C'est eux les favoris. Mais en fait, c'est plus les numéros 2, ceux qui sont au milieu, en fait. Numéro 2, il est plus impacté. Et numéro 3, il peut l'être aussi, mais comme lui, généralement, du coup, les parents, c'est le dernier en liste, il va être plus stimulé que celui qui est numéro 2. Mais en tout cas, c'est tellement, des fois, impactant. Après, tout dépend du modèle social, il y a plein de facteurs, que certains chercheurs parlent quand même, qu'ils disent, en tout cas, que grandir dans une famille nombreuse serait accrochez-vous, handicap social. Ouais, je sais, c'est fort. D'ailleurs, je t'ai dit la semaine dernière sur Instagram, je me suis fait dégommer par les familles nombreuses. J'ai dit, mais c'est pas moi qui le dis. Enfin, moi, je fais que le relais de la recherche. Je suis personne, moi. Ils m'en ont voulu. En fait, apparemment, et plus on a d'enfants dans une fratrie, plus on diminue la chance qu'ils accèdent à un statut de cadre à l'âge adulte. Enfin, c'est très documenté dans la sociologie. Hein. Et ça impacte, du coup, individuellement leur niveau de langage et leur potentiel, du coup, parcours scolaire. Mais je m'arrête là parce que sinon, tout le monde... Voilà. Vigilance, une fois de plus. Voilà, on sait, maintenant, ça dépend des familles. Mais en fait, moi, je me dis, j'ai tiré le gros lot avec mon mari qui est fils unique. T'as tout le temps d'être développé par tes Clément est fils unique. Tu es fils unique, Clément? Ah oui, d'accord. Il y a des enfants uniques, attends. Il y a des enfants uniques. Ah bah là, c'est tout l'inverse. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien parce qu'on va parler des clichés après autour des enfants uniques. Ça sera votre moment à vous. Il y en a pas mal, des clichés. Il y en a pas mal, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on a autant de clichés autour des enfants uniques? Ça nous dérange de voir... Eh ben, figure-toi, dans une étude américaine, ils avaient interrogé des Américains dans la rue au micro-trottoir, et en fait, pour 3% seulement des personnes interrogées, être enfant avec une famille avec enfant unique, c'était une famille dite idéale. Seulement 3% des personnes interrogées. Et en fait, je pense que la famille type dans notre culture occidentale actuelle, effectivement, c'est beaucoup d'enfants. Et encore, quand on va voir de l'autre côté, dans les familles de sociétés dites collectivistes, en Chine, en Japon, enfin, en l'occurrence en Chine, non, mais en Inde, par exemple, dans plein de cultures, avoir 2 enfants, c'est très très peu, c'est pas assez en fait. Donc en fait, c'est vraiment une norme qui est culturelle. Dans notre culture à nous, un peu l'idéal, et toute la société est faite pour avoir 2 enfants. Et dans d'autres sociétés, on est fait pour avoir 4 ou 5 enfants. Donc ça, c'est très culturel, c'est arbitraire, ça dépend des générations, ça dépend des époques aussi. J'imagine que celles qui n'ont qu'un enfant ressentent cette pression d'avoir plusieurs enfants. Vous la sentez, la pression, ceux qui ont un seul enfant? C'est dur, hein. Et on vous dit, il est le deuxième, il arrive quand le deuxième? C'est ça, hein, tout le temps? Ouais, je sais, c'est affreux. Ouais, du coup, j'en ai fait un deuxième. La pression étant telle... c'est vrai que c'est une vraie pression. Tu l'as senti, la pression, t'as dit d'accord, je capitule. C'est vrai qu'on le sent, la pression. Vous sentez pas la pression, les regards Quand est-ce que tu lui fais un petit frère? Oui, on dit ça souvent aux familles qui ont un seul enfant. Et d'ailleurs, on dit un petit frère. Tu vois, on va préférer avoir un garçon. Petit frère. Et ouais, d'ailleurs, on en parlera des filles garçons. Effectivement. Justement, on va parler du sexe des enfants parce que ça aussi c'est un des points d'attention dans ton livre, qui là moi aussi m'a beaucoup surprise sur les études. Alors on le sait, il manque des millions et des millions de petites filles parce qu'il y a une vraie discrimination dans le monde à la naissance. Ça c'est une réalité. C'est mieux de naître garçon malheureusement encore aujourd'hui, même parfois dans nos sociétés. Je pense que ceux qui ont que des filles peuvent témoigner du fait qu'on leur dit souvent alors le petit garçon il vient quand, alors qu'on peut juste être très heureux avec des filles. Mais ce qui ressort de ce que toi tu écris, c'est que les petits garçons sembleraient être plus vulnérables finalement, enfin les petits garçons hommes plus tard, au sein d'une fratrie, des frères et sœurs.
Oui, alors en fait, de manière générale, alors ça c'est un sujet qui est hyper glissant, qui est très polémique. Il faut savoir que pour avoir beaucoup étudié la prévalence filles-garçons, dans les recherches, que ce soit en neurobiologie, en psychologie, en sciences du comportement, c'est vrai qu'ils paraissent de manière générale, hors fratrie, j'entends, plus vulnérables que les filles sur le plan du stress, sur le plan des comportements. Par exemple, elles sont plus à risque de troubles du neurodéveloppement, elles sont plus à risque d'échecs scolaires, plus à risque à l'âge adulte d'homicide, infanticide, fratricide. Enfin, on sait que les hommes ont une vulnérabilité endogène. Ouais, c'est horrible. Hein. C'est pas votre moment, les hommes. Hein. C'est pas votre moment. Et en fait, ça m'a toujours fasciné cette prévalence filles-garçons, parce qu'il y a plein de facteurs qui expliquent ça et qui en même temps, il n'y a jamais un facteur unique. Et dans la fratrie, cette vulnérabilité du garçon ressort, mais de plein fouet. Et on voit, alors d'ailleurs, comme c'est un sujet qui est polémique, j'ai pris directement, pour pas faire d'erreur, vous voyez, tellement je suis sensible aux contre-attaques éventuelles, j'ai pris les résultats de recherche récents sur la vulnérabilité des garçons dans les fratries. Et on voit par exemple que les frères aînés, alors pareil, hein, c'est pas des catégories qui sont fermées, c'est des facteurs de risque, c'est pas parce que vous avez un frère aîné qu'il est forcément comme ça. Dans les recherches, c'est que des populations générales, on étudie dessus, mais c'est pas des facteurs prédictifs. Mais dans les frères aînés, on voit qu'ils sont plus motivés que les filles à dominer le reste de la fratrie, ils sont plus dans la compétition, ils sont plus au risque ils sont plus exposés, au risque d'exercer plus de pression sur les plus jeunes, frères et sœurs, et sont plus facilement agressifs physiquement envers leurs petits frères et leurs petites sœurs, et ils sont moins dans l'entraide. De manière générale, hein, attention, il y a plein de cas individuels. Ne paniquons pas. Juste, qui n'a que des garçons? Voilà, on pense à vous, c'est votre moment. C'est votre moment. Ouais. Mais bon, l'avantage, c'est qu'à l'âge adulte, ils gagneront 20% de plus à compétences égales. Donc, youpi. Voilà. Faut bien trouver des avantages, Clémentine, j'ai envie de dire. Mais bon. Et alors, les sœurs aînées, parce que du coup, on va comparer avec les sœurs aînées. Pareil, tendance générale, attention, c'est pas une vérité absolue, ne stressons pas. Elles sont plus soucieuses que les garçons d'entretenir des bonnes relations avec les plus jeunes, forcément frères et sœurs. Elles sont plus motivées pour éviter les disputes. Donc, elles sont plus conciliantes et coopératives. Dans les recherches, toujours. Hein. Elles sont plus enclines à adopter des comportements prosociaux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est comportement d'aide, d'entraide, d'empathie, de prendre soin de l'autre. Elles sont plus sympathiques de manière générale et elles sont plus enclines à prodiguer des soins et apporter leur aide au reste de la fratrie. C'est ce qu'on voit dans les tendances générales. C'est pas ma faute, hein, je vous assure. Moi, je fais que relayer des recherches. Je suis scientifique pure et dure, aucune fantaisie. Du coup, qui a une sœur, enfin une fille aînée qui est dans votre... Ah, il y a du monde quand même. Voilà, c'est pas mal. Moins pour le salaire, c'est ça? Moins pour le salaire. Ouais, elle sera plus pauvre à l'âge adulte qu'un homme à compétences égales. Ce qui est quand même fou. Et c'est mieux pour la fratrie. Et c'est quoi? C'est mieux pour l'entente de la fratrie. Eh ben oui. En plus, en fait, c'est souvent l'aîné, en fait, qui a une influence forte sur l'ambiance dans la fratrie. Donc, si l'aîné est une fille, il y a plus de chances qu'il y ait une meilleure ambiance, de manière générale, et qu'il y ait moins de conflits. Ouais, tu vois, Eva, je parle à ma sœur. T'es contente d'avoir une grande sœur? Non, mais c'est incroyable quand même. Hein. Je pense pas que c'est à ce point-là. Et alors, la dernière recherche, quand même, c'est la plus belle. Enfin, la plus 2020, hyper récente, sur 18 000 enfants, quand même, âgés de la naissance jusqu'à 16 ans. Grosse étude. Ils ont bossé des stats. Eh ben, les garçons qui ont une petite sœur. Alors, qui c'est qui a une petite sœur ici? Qui a un garçon en aîné et une petite sœur en bas? Enfin, en dessous. Voilà, vous avez plus de chance parce que les garçons qui ont une petite sœur ont plus de chances d'avoir une personnalité plus agréable, plus sociable en grandissant, d'être plus coopératifs. Attention, à l'âge adulte, de posséder un emploi qualifié, de réussir à mettre de l'argent de côté, ils sont allés jusque-là, d'être satisfaits de leur vie à l'âge adulte, d'avoir confiance en eux, ils ont plus de chances aussi de ne pas devenir fumeurs. Et ouais, c'est pas moi qui le dis. Donc merci aux grandes sœurs. Donc merci aux petites sœurs. Ah non, c'est si ils ont une petite sœur. Donc merci aux petites sœurs, voilà, c'est ça. Il suffit d'une fille dans la fratrie pour qu'apparemment les relations s'améliorent et ça impacte positivement le reste de la fratrie. C'est quand même incroyable. Hein. Ouais, je suis désolée, c'est pas ma faute. Je fais que... D'ailleurs, ce qui est fou, selon l'ONU, il y a 1,5 million de filles chaque année qui sont décédées à la naissance ou dans le ventre par sélectivité du sexe, justement parce que les filles ont moins la cote, paradoxalement. Ouais, c'est fou. Il y a un sujet tabou dans lequel tu vas en plein dedans dans le livre, qu'on aborde très peu dans la société parce que ça met très mal à l'aise, forcément. C'est le favoritisme qu'on peut ressentir envers un de ses enfants. Déjà, est-ce que c'est réel? Est-ce que vraiment... le mythe de l'enfant préféré? Voilà. Ou est-ce que c'est tellement tu qu'on ne sait pas vraiment? Alors, non seulement c'est réel, mais c'est tellement réel que c'en est devenu un courant de recherche.
Enfin, vraiment un courant de recherche. Il y a même une jeune Turque, d'ailleurs, dont j'ai traduit un questionnaire dans le livre, qui a fait sa thèse de doctorat sur ce qu'on appelle le favoritisme parental. Et en fait, 65% des mères et 70% des pères auraient un enfant qui favorise plutôt qu'un autre. Mais c'est tellement tabou que ce n'est même pas conscientisé. Et il y a plein de familles, moi, quand j'interroge, du coup, j'ai fait le livre, j'interroge mes copains, copines, amis, avec mes questions vraiment de psy relou, là, qui vient à chaque fois poser les mauvaises questions. Et en fait, quand je leur pose des questions, quand j'observe leur interaction avec leurs enfants, je vois qu'il y a un favoritisme. Non, j'ai un œil hyper aiguisé. Et quand je les interroge sur ça, ils disent, mais non, c'est pas possible. Moi, je suis hyper équitable. L'équité, c'est un pilier de la parentalité. En fait, donc, on s'en rend pas compte. Mais beaucoup d'entre nous, la majorité, 65%, c'est beaucoup, favorisent un enfant plutôt qu'un autre. Donc c'est réel. Déjà, et en fait, je pense que souvent, le problème, c'est que on parle d'enfants préférés de manière générale, on parle d'enfants favorisés dans la recherche, et je pense que les parents ne savent pas ce que c'est, en fait, que favoriser un enfant plutôt qu'un autre. On s'en rend pas compte. En fait, c'est des trucs qui sont tout fins. C'est par exemple, il y a un enfant qu'on va plus facilement consoler quand il est triste ou en pleurs. Il y a un enfant qu'on va plus facilement gronder en cas de comportement inadapté. Il y a un enfant qu'on va plus souvent, on va dire, allez, non, toi, tu vas pas faire les tâches ménagères, tu feras pas la vaisselle. C'est bon, t'es fatigué aujourd'hui. Vas-y, c'est ton frère qui va le faire plutôt. Donc, il y a plein de choses assez fines qui vont marquer une préférence pour un enfant plutôt qu'un autre. Et même, il y avait même dans le questionnaire de la jeune fille que j'ai traduit là dans le livre, la question de après l'école. Il y a un enfant qu'on va peut-être plus facilement, interroger sur comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui à l'école. Il y a un enfant qu'on va plus investir dans la scolarité. Vous voyez, il y a toujours un enfant qui se décroche, qui se détache du lot, ou des deux enfants qu'on va plus favoriser. Donc d'un côté, on va plus lui apporter de l'affection, de l'attention, de l'écoute, de la tolérance. Et l'autre enfant, qui est moins favorisé, lui, on va plus le mettre le cadre, plus être moins tolérant, on va être plus coercitif envers lui, plus le punir et être beaucoup moins coopératif et conciliant. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que je pense que l'équité, c'est très difficile, en fait. Même tout ce qui est neutralité, je pense que la neutralité existe vraiment, mais en tout cas, je pense que être équitable, c'est difficile. Et après, parce que, alors, on voit que dans les recherches, ce qui est mis en évidence, c'est que les familles qui sont plus à risque d'être dans le favoritisme parental, il y a plein de degrés, il y a des degrés minimes, il y a des degrés plus importants. C'est les familles avec un écart d'âge important entre les enfants. On peut voir ça plus les familles avec un écart d'âge important, les familles monoparentales ou les familles nombreuses, les familles où il y a une mésentente conjugale aussi. On peut voir que ça augmente le risque de favoritisme parental. Est-ce que c'est aussi lié au fait que parfois, justement, on parlait des enfants qui nous ressemblent, il y en a qui viennent nous déclencher plus que d'autres, donc on a plus de mal avec eux ? Probablement. Ou parce que leur tempérament n'est pas en adéquation avec nous ? Mais il y a un peu de ça. Après, de manière vraiment empirique sur le terrain, ce que j'ai vu dans les familles, c'est que, par exemple, s'il y a un enfant dans la fratrie qui est plus, challengeant qu'un autre, genre problématique de tempérament très réactif ou trouble du neurodéveloppement, un handicap, je ne sais quoi, le parent va passer tellement de temps, en fait, parce qu'il a besoin d'un enfant, en fait, il a besoin d'avoir plus de l'attention de son parent, tellement de temps avec lui, tellement de moments de forts partagés, de moments d'émotions comme ça très, très, très intenses, que ça peut créer un lien plus facilement avec cet enfant-là, paradoxalement, tu vois, plutôt qu'avec un autre enfant. Alors là je vais pas vous demander si vous en avez ou pas. Ouais, c'est délicat comme sujet. C'est trop tabou, on sait. C'est hyper gênant. Si on réfléchit, on se dit ah oui, peut-être que en fait je fais un peu de favoritisme avec l'un ou l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rééquilibrer la balance et les relations ? Mais déjà interroger les enfants, vos enfants, vraiment dès demain, sur est-ce que tu as l'impression que je favorise plus l'un ou plus toi ? Déjà de les interroger sur leur ressenti. Parce que ça, ils l'expriment quand même plutôt pas mal, je trouve. D'ailleurs, dans le questionnaire, dans le livre, il y a un questionnaire pour les enfants, justement, sur voir s'ils se sentent lésés ou pas. Il y a un questionnaire qui est fait par la chercheuse turque. Et après, soi-même, dans la famille, en parler avec le coparent. Ça, c'est vachement important aussi. Rendre le truc conscient. Si on sent qu'il y a quelque chose, si on sent qu'on est un peu dans le favoritisme, si on sent qu'on n'est pas équitable, après avoir parlé de cette soirée-là, tout ça, en parler avec le coparent et après voir un peu pourquoi est-ce qu'on va plus favoriser un enfant plutôt qu'un autre. Est-ce qu'il nous rappelle, nous, quand on était petits ? Est-ce que il est plus gratifiant parce qu'il sourit plus, il fait plus de câlins ? Qu'est-ce qui fait que cet enfant-là, il nous déclenche chez nous quelque chose de particulier ? En tout cas, communiquer, conscientiser et communiquer autour de ça. En gros, c'est pas d'éradiquer parce que potentiellement c'est peut-être pas possible, mais c'est d'en avoir rééquilibrer, quoi. Ouais. Rééquilibrer. Enfin, généralement, quand on en a conscience, dans la famille, je remarque, du moment qu'on en a conscience, c'est conscientiser. Les deux coparents sont ok pour se dire, il y a un problème d'équité. Ça se rééquilibre vachement rapidement par la suite, parce qu'ils les aiment en fait. On aime nos enfants, vous êtes d'accord ? Donc en fait, oui, je pense que c'est quelque chose acquis. Mais donc ça se fait plus naturellement par la suite. Est-ce qu'une relation entre frères et sœurs sans violence
sans agressivité, ça existe. C'est beau ce que tu dis. J'aimerais tellement que ça existe, quoi. Alors, ça existe. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que d'ailleurs, il y a une chercheuse qui est toulousaine. Alors, je ne sais pas qui est de Toulouse ici. Toulousains, il y a des Toulousains et Toulousaines. C'est qui les Toulousains ici? Ah, si, Ah, ça, on vous voit, ils sont au fond, là. Ok. Alors, les Toulousains, en fait, il y a une chercheuse qui est à l'université de Toulouse qui a fait beaucoup de travaux, sur la fratrie. Elle s'appelle Olivia Troupel. D'ailleurs, elle a relu mon livre, elle est hyper sympa. Je salue Olivia si jamais elle nous entend. Et en fait, cette chercheuse a créé une classification des fratries et c'est vraiment intéressant. Elle a vu qu'il existait 4 types de fratries. Vous allez dire dans quelle catégorie est la fratrie à la maison. Et en fait, elle a vu que les fratries les plus communes, c'est 65% des fratries, c'est les fratries qui sont dites contrastées. C'est la majorité des fratries. Et ces fratries-là, elles ont des hauts moments d'agressivité, de disputes, désaccords, et des hauts moments, du coup, aussi de jeu, de complicité et de moments de chaleur dans la fratrie. Donc, il y a autant de l'un que de l'autre. Donc, c'est les fratries qui sont contrastées et c'est la majorité. Et en fait, on pourrait se dire, bon, bah voilà, c'est le style de fratrie qu'on rencontre partout, mais en fait, non. Il y a un deuxième style de fratrie qu'on appelle les fratries consensuelles, fratries de rêve. C'est-à-dire qu'il y a très, très, très peu de conflits et il y a beaucoup, beaucoup de coopération et de complicité. Celle-là, c'est pas ce que j'ai à la maison. Non plus. On a raté un truc, Clémentine. Nous, on a les montagnes russes. C'est comme ça. t'as dit, les premiers. Mais c'est quand même 20% des fratries. Tu vois, 20%, c'est quand même 2 sur 10. Ou alors sinon, les parents bluffent, hein. Quand on fait les questionnaires, il y a un truc. Et donc voilà. Il y a le troisième style de fratrie. Là, par contre, elles sont beaucoup plus alertantes. Et c'est vraiment des points de vigilance. C'est les fratries qu'on appelle conflictuelles, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agressivité, de tension, de disputes. Mais il y a du coup très peu aussi de convivialité, de complicité et de jeu et d'entraide. Donc en fait, ces fratries-là, c'est quand même 9% des fratries. Et c'est des fratries qui doivent nous alerter parce que du coup, si on voit que nos enfants se disputent, c'est une chose. Sont plus ou moins violents, c'est une chose. Mais il faut qu'il y ait toujours, pour compenser, des temps dans la journée, dans la semaine, dans l'année, où ils sont complices et ça va bien. Ça va mal tout le temps ou trop souvent. S'il n'y a plus l'équilibre entre les deux, c'est qu'on bascule dans les fratries conflictuelles et du coup, les enfants peuvent être impactés par cette fratrie. Parce qu'on voit que ça impacte vraiment la vie de l'individu, de l'enfant et même quand il grandit. Tu parles dans ton livre de l'agressivité qu'il y a donc dans les fratries et tu expliques qu'il y a un pic d'agressivité. Ouais. Ça, j'ai découvert, tu vois, à un certain âge. Ouais, effectivement, c'est les travaux du Canadien Richard Tremblay qui nous indiquent que entre la naissance et la mort de quelqu'un, le pic d'agressivité, c'est-à-dire que l'âge où on sera le plus agressif, c'est l'âge de 2-3 ans. C'est l'âge des crèches. D'ailleurs, je salue les pros de la crèche si elles sont là. Petite enfance, asthmate, elles savent très bien. C'est une véritable boucherie dans les sections. Parce que j'en ai fait des crèches. Je peux vous dire, les touffes de cheveux dans la main, les tapes. Après, attention, c'est pas la même agressivité que chez l'adulte, hein. C'est pas intentionnel, ils veulent pas faire mal, c'est pas la violence, c'est pas la méchanceté, rien de tout ça. C'est juste pour arriver à un but ou satisfaire un besoin. N'empêche qu'ils font mal, hein. Ils font très mal. Et ils y vont vraiment parce qu'ils ont aucune inhibition à cet âge-là encore. Donc, par exemple, une fratrie où il y a des enfants très rapprochés quand ils arrivent vers 2-3 ans, là, c'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant. Ok. C'est vrai que c'est chaud bouillant. C'est vrai. Bah oui, c'est chaud. Mais c'est ce que tu expliques, en fait. C'est donc il y a ce pic vers 2-3 ans dont on peut tous témoigner si on a des frères et sœurs ou qu'ils ont été en collectivité. Mais qu'en revanche, ça doit nous alerter quand il y a toujours beaucoup d'agressivité vers 7, 8, 9 ans. Ouais. Là, ça n'est pas normal. Effectivement. Normalement, l'agressivité, dans les trajectoires qu'on voit développementales des individus, elle donc pique de 3 ans, elle augmente vers 1 an, pique de 3 ans, et ça diminue vers 4 ans. Donc, si à 5-6 ans, alors attention, pas à la maison. Oui, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, 7-8 ans, parce que 7-8 ans, votre enfant, il tape son frère ou sa sœur, c'est OK, hein, c'est normal. Mais s'il le fait à l'école, c'est pas normal, c'est ça aussi. Ça dépend si c'est milieu familial ou extra-familial. Sinon, tout le monde va être en panique, là, parce que comme ils se tapent tous à la maison, c'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai, enfin, préciser quand même. Donc, si l'enfant manifeste autant d'agressivité qu'avant physique en dehors de la maison, c'est vers 7-8 ans, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas, en fait. C'est qu'il a besoin d'aide. Et que vous avez besoin d'aide en tant que parent. Mais à la maison, c'est normal qu'il se tape. Après, il y a se taper. Il faut pas plus trop de violence. Tout dépend de la fréquence, en fait, et des moments qui compensent. C'est vraiment ça, les indicateurs. Avant que tu nous expliques ce qu'on peut mettre en place pour faire diminuer la fréquence des disputes, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi c'est si dur pour nous, les parents, de voir nos enfants se disputer et avoir autant d'agressivité les uns vers les autres. En fait, alors c'est une réponse qui est hyper personnelle, c'est vraiment juste un point de vue, une intuition, mais j'ai l'impression que comme on aime énormément nos enfants, on les aime, voilà, c'est les personnes qu'on aime le plus sur Terre, et de voir qu'un enfant va taper un autre enfant, donc taper quelqu'un qu'on aime très fort, et que c'est quelqu'un qu'on aime déjà très fort qui tape quelqu'un qu'on aime très fort, je trouve que ça bouscule vachement nos repères et ce qu'on s'était peut-être
profondément imaginé de la fratrie. Moi, je vois plein de parents, par exemple, qui ont un aîné qui est là, l'aîné, fille ou garçon. Les mamans sont enceintes, par exemple, et elles ont toujours elles me disent souvent avec beaucoup d'émotion, cette satisfaction de se dire, oh là, regarde, il aime déjà son petit frère, sa petite sœur, mais est-ce qu'elle ne sait pas encore ce qui va se passer par la suite? Généralement, il déchante. Toujours à un moment donné, il déchante. Mais il aime déjà très fort. Regarde comme c'est tellement mignon. C'est comme dans mes rêves. Ça va devenir les meilleurs amis du monde. Je dis, mais je te préviens, ça va changer au bout d'un moment. Soit la naissance, ça change. Soit vers 10 mois, quand tu commences à bouger. Soit à 3 ans, il y a un moment donné, ça va changer. Et c'est normal, en fait. Mais il y a cet élan, ce fantasme, cette idée, ce mythe que les enfants vont être les meilleurs amis du monde. Tout ce qu'on a peut-être jamais eu, peut-être à l'âge adulte, avec nos frères et sœurs, je sais pas, mais c'est profondément ancré, en tout cas, en chacun de nous. Il y a des illusions qui se font en chacun de nous aussi. Plus ou moins grandes. Mais parce qu'on se dit aussi, on fait un petit frère, une petite sœur pour l'aîné. Alors qu'en fait, eux, ils sont pas du tout. Bon, c'est pour nous, comme ça ils s'occupent, tu rigoles ou quoi? C'est pratique, quand ils jouent ensemble, on est tranquille comme ça. C'est vrai. Ça, c'est un vrai point quand même. Sur ça, c'est vrai point. Les familles nombreuses, on va pas se mentir. Ils nous déchargent un petit peu les aînés parce qu'ils prennent en compte. Bah oui, c'est cool. Les petits. Donc, quand ils sont pas là, on sent la différence. On doit s'occuper des plus petits. C'est pour ça que le dernier parle plus. Donc alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour diminuer des conflits entre les frères et sœurs? Parce qu'on fait souvent, on fait pas bien en fait. On n'a pas les bons codes. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait exactement ce qu'il faut faire pour diminuer largement les conflits. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est super dur à appliquer. Donc et que moi-même, j'y arrive 1 fois sur 5. Donc prenez des notes, mais ça ne servira à rien. Mais vraiment, il paraît que ça marche très bien et les études sont unanimes. Il paraît. Moi, j'arrive pas. C'est vachement difficile. Il faut rester calme. Alors déjà, juste une chose. Quand on réagit, tout va se passer. La grande partie du travail, du job de parents, pour améliorer les relations dans la fratrie, se passe dans la manière de réagir à leur fameux conflit. On a dit conflit, sous-apprentissage, moment clé opportun. C'est là qu'il faut mettre le paquet. On va voir que c'est pas simple. Et en fait, dans les recherches, déjà, en introduction, je voulais dire que dans les recherches, on voit très bien que quand les parents régissent les conflits de manière coercitive, punitive, hyper rigide, en fait, on voit que ça a tendance, avant même que l'enfant ait 1 an, à abîmer la relation dans la fratrie, à augmenter les conflits et à limiter les temps de complicité en dehors des conflits. Et vraiment, avant même que l'enfant ait 1 an de vie. Donc, ça impacte très fort la relation de fratrie et la fréquence des conflits et la violence des conflits également. Le côté coercitif. Maintenant, comment faire? Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, le comment faire, c'était énormément documenté et on voit qu'il y a 2 manières de réagir au conflit. La manière la plus instinctive, intuitive qu'on fait tous quand on est fatigué, que je fais aussi quand je suis très fatiguée, c'est la manière qu'on appelle un peu justicière. Le qui a tort, qui a raison. Vous êtes d'accord? Genre votre enfant tape sur la tête de l'autre enfant, vous arrivez comme ça avec votre un peu bâton de justicier, vous dites ah là toi t'as tort, toi t'as raison, on blâme celui qui a tort, on défend celui qui a raison et en faisant ça, l'un des enfants ressort forcément un peu lésé de la manière dont c'était traité. Donc il est hyper vénère et ça risque d'augmenter les conflits dans les 10 minutes qui suivent l'interaction. Et clairement, on fait ça, c'est intuitif, on est en colère et on se déchaîne sur l'enfant à ce moment-là parce qu'on est en colère, on se décharge. Vous êtes d'accord? Ouais. Et en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça, c'est une stratégie que les chercheurs qualifient, c'est fort comme mot, hein, ils sont des mots forts les chercheurs, hein, de destructrice. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont. Qui est un parent destructeur? Moi, je oh, ils osent pas, regardez, ils ont pas osé dire. Non, le pire quand même, c'est que ma fille aînée m'a sorti une fois, m'a dit, je gérais mal le conflit dans la fratrie. Elle m'a dit, mais non maman, faut pas être comme ça, faut être beaucoup plus cool avec les deux. Nan. Elle dit, tu fais l'inverse de ce que tu dis dans tes livres. Oh, mon Dieu. Je dis, mais t'as raison ma fille. Mais elle a raison, mais elle a carrément raison. C'est elle qui m'éduque en fait. C'est l'aînée, voilà, c'est plus intelligent forcément. Mais n'empêche que, donc ça c'est pas la bonne méthode, et clairement plus vous le faites, plus on se tire une balle dans le pied, c'est clair et net. Maintenant, je suis comme vous, je me mets dans le groupe parce que je ne sais pas faire. Et alors, la manière vraiment de faire qui est favorable sur vraiment tous les plans de la fratrie, et même sur l'ambiance dans la maison, et même sur l'ambiance conjugale, parce que moins nos enfants se disputent, plus on s'entend bien avec notre conjoint, parce qu'on a la vie quand même plus détendue, c'est l'approche que les chercheurs qualifient de constructive. Et clairement, on n'adopte pas la position de justicier, mais la position de médiateur. On arrive, alors je vous dis un peu le schéma, hein, vraiment le monde idéal. Vous êtes reposé, vous êtes frais, vous avez eu 6 mois de thalasso Cap Ferret, vous avez un mari de rêve, une femme de rêve, vous êtes heureux de votre vie, vraiment, vous avez un boulot incroyable, des revenus magnifiques, vous êtes au top de votre forme. Aucun exomile en 40 ans, rien. Vous arrivez, vous êtes calme, vous dites « Ah, mes enfants sont en conflit ». C'est vraiment une très bonne journée pour vous. C'est vraiment une meilleure journée. Déjà dit ça. Ah tiens, c'est cool, les 5 conflits.
Ça arrive au moins une fois sur 5. Je pense que je vais prendre une grosse boîte d'Atarax avant pour me détendre. Et donc là, vous arrivez, vous mettez à hauteur d'enfant. On gère toujours mieux un conflit à hauteur d'enfant, sachez-le. En hauteur, quand on est en hauteur, ça marche pas. Il faut se mettre à hauteur d'enfant, ligne du regard horizontale. Et ouais, c'est vraiment, non, je vous décris tout. Après, vous faites ce que vous pouvez à la maison. Je vous donne pas de conseils parce que je ne sais pas faire moi-même. Vous arrivez là, et après, vous mettez une main sur chaque enfant. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas arriver avec le qui a tort, qui a raison, mais de dire que tous les deux ont une difficulté qui traverse le moment. Vous mettez des mots, ouais. C'est vachement dur. Hein. Vous mettez des mots sur chacun, genre tu vois, regarde Mathéo, là il est triste parce que tu l'as pris son jouet. Regarde, t'as vu son visage, il est triste. Regarde, il pleure, il est pas bien. Toi aussi t'es pas bien, t'es en colère parce qu'en fait il t'a insulté de vieilles chaussettes juste avant. Je comprends. C'est pas simple pour toi. Puis vraiment, je suis tellement dévouée à ce que ça se passe bien entre vous, alors que bon, vous n'étiez pas du tout dévouée à ça juste avant. Et là, à ce moment-là, chacun met des mots sur les émotions de l'autre. On essaie de susciter l'empathie de chacun. C'est ça en fait. On suscite l'empathie de chacun parce qu'ils ont une empathie qui est là, véritable, profonde, mais il faut juste la réveiller à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est de choisir, de faire en sorte qu'ils choisissent soit eux-mêmes un compromis, soit vous proposez une solution en disant mais écoute, là, comme vous n'avez pas d'idée, je propose, toi tu prends le jouet pendant 5 minutes, on met un petit chrono, parce qu'ils n'ont pas de notion du temps quand ils sont tout petits. Toi, et après c'est toi qui le prends. Dès que ça sonne, hop, tu le prends, et inversement. Est-ce que cette solution vous convient à tous les deux? Et là, vous croisez les doigts pour qu'ils disent oui. Sinon, vous devez trouver une autre solution, un autre compromis. Et en fait, l'objectif de conflit, vous avez gagné le conflit si vous avez réussi à faire en sorte que les deux enfants sortent du conflit avec la sensation d'avoir été traités avec équité. S'il y en a un des deux qui se sent lésé, vous êtes foutus. C'est vraiment ça. Mais comment tu fais quand t'en as un que tu préfères? Et ben là, t'appelles ton psy. Mais c'est ça qui est dur, en fait. C'est qu'en fait, il faut aller à contre-courant, des fois, de ton intuition première, quoi. Et j'ai souvent entendu dire que dans ces moments-là, il faut être en position de journaliste sportif. C'est-à-dire de tendre le micro. Oui, je sais, mais je sais pas bien faire apparemment. En gros, faut tendre le micro et dire qu'est-ce qui s'est passé aux deux et ne pas impliquer l'un et l'autre, juste quand ils ont en âge de verbaliser évidemment, mais de pouvoir accueillir l'histoire qu'il y a eu. Et je trouve que la métaphore, elle est sympa de dire ok, c'est comme si j'étais journaliste sportif. J'adore cette idée. Mon micro. J'adore. Et après, on fait ce que t'as dit. Et j'essaierai demain matin, si tu veux. Je te dirai. C'est une bonne idée, c'est une bonne image. Mais moi, ça m'a mis une pression de dingue quand j'ai lu qu'il fallait faire ça, parce que je dis, c'est mon métier, mais en fait, j'arrive pas chez moi. T'as vu, on est mauvais quand on est à la maison. Hein. Ouais. C'est dur. C'est vrai. C'est dur. On se met une pression comme ça, je pense, et on a comme ça, du coup, bon. Et comment tu fais? Je donne un exemple concret, parce que là, je vois, il y en a, ils ont des petits bébés, ils sont enceintes, parce qu'il y a une différence entre un conflit entre deux enfants qui ont 5-7 ans, qui verbalisent les choses. Ouais, c'est clair. Et un petit qui a 3 ans, qui découvre son petit frère au instituteur, et boum, qui met un petit coup, parce que ça arrive quand même très régulièrement. Alors ça, c'est un très bon exemple. C'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'ils sont agressifs, c'est normal. Déjà parce qu'ils sont en pic d'agressivité à 2-3 ans. Et en plus, parce qu'en fait, je pense qu'on banalise énormément le fait de ce que ça fait d'avoir un petit frère, une petite sœur qui arrive dans un domicile. Vous imaginez, ils sont seuls avec leurs parents. Ils vont vivre une expérience, mais pour certains, ça va être traumatogène. Pour d'autres, ça va être profondément désagréable. Mais il va quand même perdre l'exclusivité de ses parents. C'est fou quand même quand on y pense. C'est une expérience qui est quand même très douloureuse. Et c'est pas étonnant que chez certains, ça provoque des réactions qui soient très très fortes. Et là, vraiment, ce qui serait contre-productif à ce moment-là, quand l'aîné, fille ou garçon, tape le petit frère, la petite sœur, ce serait de blâmer l'aîné. C'est dur, hein, mais ce serait vraiment contre-productif parce que si vous blâmez l'aîné, vous le cadrez. Vous dites, voilà, ça c'est interdit, tu peux lui faire des caresses, t'es pas content, tu peux serrer les poings, tu peux dire, je suis pas d'accord, tu vas me dire si tu veux, si ça va pas, tu vas me dire que t'es en colère, que tu souffres, mais viens me voir. Mais ça, c'est interdit. Vous posez l'interdit, mais après, surtout, ne pas le blâmer, ne pas le punir et ne pas le charger davantage. Sinon, en fait, vous tirez une balle dans le pied. Plus l'aîné souffre, plus il va être dur avec son petit frère, sa petite sœur. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est ça qu'il faut réussir vraiment à se dire, c'est pas qu'il est jaloux, c'est qu'il est en détresse sur le moment. Comment je vais l'aider? Mais bon, c'est dur. Hein. Tu veux dire qu'on leur donne des sentiments qui ressemblent pas vraiment de jalousie, c'est autre chose? C'est pas la jalousie en tant que telle, c'est plus un sentiment d'insécurité. En fait, nous, les psys, on dit que quand un enfant accueille un petit frère ou une petite sœur, il va réactiver son système d'attachement. Et du coup, il va chercher avec désespérance, vraiment comme ça, ce contact avec la figure d'attachement principale, souvent la mère. On est moins dispo, on est moins présent. Ça peut être le père aussi, souvent c'est la mère qui reste plus longtemps à la maison, donc c'est souvent elle la figure d'attachement principale. Et en fait, plus il recherche, plus on se dit non, là c'est trop, j'ai pas le temps, j'ai mon petit frère à m'occuper. Et plus il recherche, et plus c'est un cercle vicieux. Et on perd en qualité de relation. Et plus la relation perd de qualité, plus il va être potentiellement de l'agressivité envers le petit frère et la petite sœur. Et c'est dur.
Et puis souvent, à ce moment-là, on se rend compte que si on a un bébé qui n'a pas de problématique particulière, c'est peut-être plus facile d'avoir un bébé à gérer au quotidien que les grands qui demandent beaucoup d'attention. Et du coup, aussi, nous-mêmes, on n'est pas très enthousiaste dans la relation quand on vient juste d'avoir un tout petit bébé. Bah oui. En plus, souvent, généralement, ce qui se passe dans beaucoup de familles, c'est que quand il y a un enfant qui naît, la mère s'occupe de l'enfant qui naît. Et souvent, et le père s'occupe de l'aîné, en fait. C'est dans le cas d'une famille hétéroparentale. Complètement, c'est comme ça que ça se passe. Donc du coup, moins on s'occupe de l'enfant, plus il réclame, plus il va attaquer potentiellement, pas sûr, mais l'enfant qui est né, ouais. Un beau cercle vicieux. C'est un bon cercle vicieux, ouais. C'est compliqué l'humain. Alors dans ton livre, tu abordes aussi l'impact sur les enfants d'avoir un frère ou une sœur porteur de handicap. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle très peu, parce que ça a une répercussion sur la fratrie dans son ensemble. Et oui, c'est vrai que d'ailleurs c'est un chapitre qui m'a aussi beaucoup touchée, étant donné que j'ai une fille qui est concernée par un trouble du neurodéveloppement. Et effectivement, en fait, ce qu'on voit dans les recherches, c'est que quand un enfant a une situation de handicap, quel que soit le handicap, vraiment, qu'il soit mineur, majeur, quel que soit le handicap, on va voir qu'on va passer beaucoup de temps à prendre soin de lui, ce qui est sûr, à accompagner ses parents, parce que être parent d'un enfant sur handicap, c'est beaucoup plus challengeant qu'avoir un enfant qui n'a pas de handicap, ça c'est clair et net. Mais du coup, on va laisser de côté complètement le côté frère ou sœur de l'enfant en question. Et on voit que les enfants qui sont frères et sœurs d'un enfant en situation de handicap sont considérés dans la recherche aujourd'hui comme des jeunes aidants. Vous voyez, on parle d'aidants pour les parents quand nos parents sont âgés, et en fait, ce sont des jeunes aidants. Et on voit que leur sommeil est plus impacté, leur santé mentale peut être impactée, on va moins s'occuper d'eux, ils vont avoir moins de parents pour eux parce que forcément le paquet va être mis pour l'enfant qui a plus besoin que lui. Et du coup, il y a pas mal de choses qui peuvent vraiment le toucher et qui va être complètement minimisé par les parents parce que forcément les parents ils sont complètement sur des dimensions qui sont beaucoup plus urgentes à gérer en fait. Et donc c'est vraiment des enfants dont il faut prendre compte en fait et ne pas banaliser leurs émotions. Quand tu as écrit ce chapitre, tu le dis que ça t'a coûté parce que ça rajoutait un petit peu de stress sur le dos des parents qui sont déjà dans des situations difficiles de devoir gérer des frères et sœurs qui ont des particularités. Mais c'est horrible, c'est une double peine en fait. Je me suis dit que j'allais... c'est ça en fait, quand j'ai écrit ce chapitre pour connaître le handicap dans la famille, enfin pour connaître ces enjeux-là, déjà avoir un enfant en situation de handicap, c'est tellement douloureux, c'est tellement difficile. Mais si en plus... il y a une autrice, une psy là qui arrive avec son bouquin et qui en plus leur dit attention, t'as ton autre enfant aussi, n'oublie pas, lui aussi il souffre, il a des besoins aussi peut-être que tu estimes même pas. C'est vraiment une double peine que j'avais besoin d'infliger. C'était très difficile à écrire effectivement. Ouais. Alors aujourd'hui, dans nos sociétés, on a des familles qui prennent des formes complètement différentes de ce qu'on attend d'une famille avec papa, maman, 2 enfants. Ouais. Et donc, il y a toute cette dimension de famille recomposée qui devient de plus en plus courante, mais qui a beaucoup de challenges et de défis. Qu'est-ce qu'on sait des études sur les familles recomposées ? Alors déjà, ils sont 9%. Une famille sur 10 aujourd'hui est recomposée, selon les dernières statistiques. C'est quand même, du coup, pas négligeable, effectivement. Alors, ce qui est fou, alors pareil, c'était pas facile parce que c'est beaucoup de mauvaises nouvelles. C'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que, alors, qui est concerné par une famille recomposée ici? Quel des enfants, je veux dire, du coup, d'accord, ok. Voilà, 10%. Ouais, alors vous êtes un peu en dessous des stats. Mais c'est ça. Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est que déjà, on sait qu'une relation frère et sœur biologique classique, c'est hyper compliqué, c'est challengeant, c'est marqué par les contrastes, l'ambivalence. Mais alors quand c'est des demi-frères, demi-sœurs, quelle que soit la configuration, ça augmente mais de manière exponentielle les difficultés, les challenges, les rivalités et conflits dans la fratrie. D'ailleurs, on voit que la seule présence d'un demi-frère ou d'une demi-sœur à domicile augmenterait multiplierait par 2 le risque de dissolution de la famille, comparé à des frères et sœurs biologiques. Et on voit que les conflits, les difficultés scolaires, difficultés de troubles du comportement sont majorés quand il y a un frère, demi-frère ou demi-sœur à domicile ou belle-mère, beau-père à domicile. Est-ce que, encore une fois, on vous le dit, ce sont des recherches, des moyennes. Ce sont que des tendances générales. Sinon, on va tous se jeter dans la Garonne. Hein. Est-ce qu'on sait pourquoi, par contre, ça revêt ces challenges ? L'hypothèse des chercheurs, c'est que plus on a un patrimoine génétique en commun avec quelqu'un, et plus on serait proche de la personne. C'est une des hypothèses. Ça n'a pas été consensuel, mais c'est une des hypothèses. C'est une hypothèse qui est d'ailleurs la plus fréquente en matière de frères et sœurs biologiques, parce qu'on voit que les jumeaux monozygotes ont des fois plus d'entente que les jumeaux dizygotes, par exemple, ou que les frères et sœurs biologiques. Donc c'est une hypothèse qui est quand même pas mal éprouvée, mais qui n'est pas encore consensuelle. Mais surtout, il y a un point qui m'a beaucoup marqué dans ces travaux sur les familles recomposées. Il y a une étude qui date de 2006, je crois, qui portait sur des enfants. Ils ont demandé à des enfants de dessiner leur famille. Bon, truc classique. Faites-le à la maison demain, vous allez voir, il y aura des surprises.
Et en fait, ils ont vu que 87%, 87 c'est énorme, d'enfants qui étaient dans une famille recomposée ne dessinaient pas leur demi-frère ou leur demi-sœur sur le papier. 87%. Ouais, c'est énorme. Et à l'inverse, seulement 5% des enfants ne dessinaient pas leur frère ou leur sœur biologique. Ouais, non mais c'est fou. Donc faites le test demain, c'est un bon indicateur, vraiment un très bon indicateur. Et une autre recherche de 2003 qui avait montré que les préadolescents avaient plus de mal à reconnaître l'odeur de leur demi-frère, leur demi-sœur, que l'odeur de leurs frères et sœurs biologiques. Ah ouais? Ouais, donc faites un test demain. On sent les t-shirts mouillés, on dessine la famille, c'est un grand moment, quoi. Mais ouais, alors, là, tu parles en plus de demi-frères et sœurs biologiques aussi, parce qu'on peut partager le même ADN. Ou par alliance. Mais d'accord, ça change rien si on partage quand même un peu de Alors, on voit qu'effectivement, ça peut améliorer le fait que ce soit biologique, parce que cette idée de patrimoine génétique commun, mais pas forcément, c'est toujours très challengeant, en fait. Donc c'est un vrai défi d'avoir une famille recomposée. Et sur le coup, vraiment, si vous avez une famille recomposée à la maison, faites plutôt, essayez d'améliorer le lien dans la fratrie, c'est difficile, mais c'est pas du coup la communication par l'empathie et l'équité. On voit que plus les parents sont équitables, et c'est super dur d'être équitable avec des enfants qui ne sont pas forcément les vôtres en fait. Plus ils sont équitables envers toute la fratrie, plus ça améliore le lien. Et aussi, essayez plus de faire des jeux de coopération, moins des jeux de compétition. Essayez de faire des moments de temps partagés, des souvenirs communs partagés, des moments forts, je sais pas, une journée à Disneyland Paris, des émotions fortes. On sait que les émotions fortes créent des souvenirs communs qui favorisent la création de liens entre les enfants. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Mais c'est vrai que ça reste un challenge en fait. C'est un challengeant de base en fait. Ouais. Tout à l'heure, on en a parlé. On va bientôt terminer cette interview des enfants uniques. Mais on n'est pas rentré en détail. Est-ce que tous les clichés qu'il y a autour d'eux, c'est que voilà, ce sont des gens égoïstes qui savent pas partager, on se sent désolé qu'ils aient pas grandi avec des frères et sœurs. Est-ce que ça reflète la réalité? Tout à fait. Je pense à Clément. C'est on va voir. Bah oui, alors ce qui est fou en fait, c'est qu'il y a déjà des psys, il y a près d'un siècle, parlaient d'une maladie en soi, le fait d'avoir aucun frère et sœur. Et il y a même un psychologue, j'ai oublié le nom, peut-être parce que j'ai fait un tri sélectif dans ma tête, qui disait justement que les parents qui choisissaient d'avoir un seul enfant imposaient des dommages psychologiques à leur enfant. Ouais. Donc en fait, on revient de ça quand même. On revient quand même d'un long terreau d'idées reçues, de préjugés, de la part des psychologues aussi. Je veux dire, c'est pas que de la part du grand public. Et effectivement, en fait, dans la recherche, on voit que c'est complètement déconstruit. Ça fait vraiment plusieurs décennies de recherche ils ont déconstruit l'idée que l'enfant unique est plus égoïste ou moins sociable. On voit qu'il est pas moins sociable, on voit qu'il est pas plus égoïste, on voit qu'il est pas moins apte à partager qu'un autre enfant, pas du tout. Ça dépend plus du style d'éducation, de ses parents, des enfants qu'il fréquente aussi. Il y a une tranche de vie où on développe énormément de compétences sociales et émotionnelles, c'est la tranche des 3-5 ans. Et donc si l'enfant pendant 10 ans reste avec ses parents dans une montagne, il voit personne, il y a des parents autoritaires, il fréquente aucun enfant, peut-être qu'effectivement si l'enfant unique il morflera plus que les autres, mais sinon il y a aucune prédiction pour ça. Par contre, l'avantage des enfants uniques, c'est qu'ils sont vachement stimulés par leurs parents. Et donc, ils ont plus de chances d'avoir un meilleur QI, d'avoir une meilleure réussite scolaire, sociale, professionnelle, et d'avoir des revenus plus élevés à l'âge adulte. Surtout dans les milieux favorisés. Alors là, les parents mettent le paquet. Alors, bim, la prochaine fois qu'on vous dit un petit deuxième, vous lui sortez tous les... On va avoir tout avantage inconvénient, en fait. On s'en sort plus, quoi. Mais c'est vrai moi la première d'avoir cette sensation que les enfants uniques auraient potentiellement été plus égoïstes, on sait pas pourquoi, parce qu'ils n'ont pas partagé leur petit camion à 2 ans. Alors c'est basé sur rien comme. Non, c'est vraiment basé sur rien. Sur le coup, ça a vraiment été complètement déconstruit, mais entièrement déconstruit. Mais ce qui est dur, c'est que autant ces préjugés, ils n'existent pas en fait. Enfin, ils n'existent pas. Ils sont pas vérifiés, mais autant ils existent dans la vraie vie et on voit que les enseignants, souvent dans les recherches, on voit que les enseignants perçoivent moins bien les enfants uniques dans une classe et que même je pense que j'avais un témoignage d'enfants uniques qui me disait peut-être que tout ça c'est faux. Il me disait mais en tout cas moi je sens ça comme un handicap parce que les gens quand je leur dis que je suis unique souvent ils ont une petite moue comme ça, ils font oh comme ça. Ouais. Il me disait donc l'impact par contre de ces préjugés il est bien réel. C'est ça qui est dur en fait. C'est rien que pour ça c'est compliqué pour eux. Alors on va terminer sur une question, c'est est-ce que les relations passées l'adolescence change? Est-ce que les frères et sœurs restent très soudés ou est-ce que au contraire la vie fait qu'on s'éloigne? Alors ça, c'est vraiment une belle question. D'ailleurs, je pense que c'est la question qui va réjouir tout le monde parce qu'on se dit c'est jamais fini. Mais en fait, effectivement, quand on étudie la relation fraternelle sur l'ensemble d'une vie,
de l'essence à la mort, on voit en fait que c'est une relation qui est profondément vivante et qu'elle n'arrête pas d'évoluer. Il n'y a rien de figé. C'est pas parce que les enfants ne s'entendent pas à 4 ans qu'ils ne s'entendront pas à 50 ans. Et en fait, on voit qu'il y a plusieurs étapes dans une vie. Alors, l'étape qu'on appelle un peu la lune de miel, c'est quand les enfants ont environ 9 ans. Ils sont souvent à la maison, ils sont plus régulés, ils jouent beaucoup ensemble, pas mal d'intérêts communs, ils sont très contents, tout ça. Vers 11-12 ans, il y a un début de ce qu'on appelle les expériences non partagées, où les enfants, vers 11, 12, 13 ans, entrent dans l'adolescence. Donc, quand ils vont avoir un problème, ils vont plus se confier à leurs copains, copines, qu'à leurs frères ou sœurs. Et après, ils augmentent en âge, tout ça. Premier enfant, premier emploi. On voit que le fait d'avoir un premier emploi, ça va commencer un peu à écarter les liens, parce que du coup, on est moins disponible pour appeler le frère ou la sœur. Souvent, on se déplace à l'autre bout de la France voilà, parce qu'on a notre conjoint à suivre ou notre conjointe à suivre. Donc, les liens peuvent un peu se séparer. Par contre, s'il y a un veuf, s'il y a un veuvage, si quelqu'un perd son mari, divorce, perd son travail, là, ça resserre les liens. Donc, c'est pas mal. Il y a un petit veuvage et ça repart. Dans la relation fraternelle, au moins. Ou un petit temps partiel subi. On dans les recherches, on voit. Et après, ça continue. Alors là, beaucoup moins drôle, mais quand même utile. Au décès du premier parent, quand l'un des parents décède, donc quand ce sera nous, quand on va décéder, on voit que les liens se resserrent considérablement. Parce que drame partagé, souffrance partagée, ça va beaucoup mieux. Par contre, héritage partagé. Bah non, justement, quand le deuxième parent décède, alors là, c'est la guerre, quoi. Ah oui. Souvent problème d'héritage. Et en plus, il y a plus de tronc commun. La colonne vertébrale n'est plus là. Donc, s'ils sont encore ensemble, c'est vraiment par choix. Et s'ils se fréquentent encore. Et donc là, souvent, les liens se distendent. Par contre, la bonne nouvelle, et je peux te dire, on va se raccrocher à ça toute la soirée parce qu'il y a eu que des mauvaises nouvelles ce soir, c'est que vers 70 ans, et oui, les liens s'améliorent vachement. Et là, on met tout. Les parents sont morts depuis longtemps, donc problème de rivalité. Les enfants sont grands, on sent la mort se rapprocher, et du coup, et ouais, c'est fou, hein. Mais du coup, on se sent beaucoup moins on veut avoir des relations apaisées, et là, on se rapproche en dernière ligne droite de nos frères et sœurs. Donc vivement nos 70 ans, quoi. Maintenant, leurs 70 ans, nous on sera morts depuis longtemps. Donc le meilleur est à venir, mais on sera morts on verra pas ça. C'est tellement dommage. Parce que c'est vrai que je pense qu'on fait aussi un peu des enfants avec l'idée de se dire quand ils seront grands, j'espère qu'ils auront une relation hyper proche. Moi, la première, ça me fendrait le cœur que mes 3 filles ça fait mal, ne se parlent pas, ne se calculent pas. Mais en fait, on n'a aucune prise sur ça. Bah si, alors on fait des cousinades, genre tout ce qui est cousinade, tout ce qui est... Genre si, par exemple, si tu fais en sorte que tes enfants se voient juste pour les enterrements et les mariages, c'est pas top. Si tu crées des occasions de se rencontrer, se revoir, se fréquenter, ça occasionne du coup plus de liens communs et plus de liens forts, ouais. Donc les parents adultes, avec leurs enfants adultes, ont un rôle à jouer dans la bonne entente familiale. Oui, et même la manière dont ils parlent de leurs enfants aux autres. J'avais la dernière fois, j'étais en interview avec une journaliste du Monde qui m'avait dit qu'elle avait interviewé un adulte dans son article sur les frères et sœurs. C'est un article sur les enfants préférés. Et en fait, sorti aujourd'hui. De quoi ? Cet article est sorti aujourd'hui. Dans le Monde ? Oui. Ah oui, c'est vrai ? Putain, mais tu suis toute l'actualité, toi. Elle est forte, Clémentine. On dirait que dans les médias, quoi. Et ben en fait, cette journaliste parlait justement d'une expérience où l'homme en question avait un statut d'ingénieur. Enfin, il était ingénieur, c'est un bon métier, mais c'était pas autant que le frère qui était pilote de ligne. Et en fait, c'était 2 frères dans la fratrie. Et du coup, quand la mère parlait de ses fils, et c'est quand même hyper fort, elle disait, quand elle parlait de ses fils à quelqu'un d'autre, elle disait, non, c'est pas le pilote, c'est l'autre. Et du coup, lui disait, c'est l'autre. Il dit, moi, je suis l'autre depuis 10 ans. Et donc, même à l'âge adulte, tu vois, on a du boulot à faire en tant que parents. L'équité, elle est aussi importante à l'âge adulte, en fait. C'est vrai. Si tu veux pas être l'autre... J'ai mes cousins, cousines ici qui savent dans nos familles, on a nos parents qui ont été managés par notre grand-mère quand même bien comme il faut pour se faire monter des fois les uns contre les autres. C'est vrai qu'en fait, on a encore de l'impact. Jusqu'à la mort, on a un rôle à jouer, en fait. Ne banalisons pas notre rôle, ouais. Donc c'est bien, tout ce qu'on a appris aujourd'hui va nous servir jusqu'à loin dans la relation de nos enfants. C'est clair. Uniques, recomposés, fratrie, grande. Après, rien n'est figé, pas de panique. Merci Héloïse d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, je vais vous donner la parole. On vous a sollicité par mail. Il y a 3 personnes qui ont répondu pour poser une question. Est-ce que ces 3 personnes sont toujours d'accord pour poser ou est-ce que vous avez d'autres questions ? J'ai le micro. Je vous donne les noms parce que je peux vous dénoncer celles qui ont des questions à poser. Est-ce qu'il y a Linda, Stéphanie ou Anne qui veut poser ces questions ? Est-ce que vous êtes là ? Il n'y a plus personne d'un coup. Si, allez, viens. Attends, j'amène le micro. Bonjour, merci. Donc moi, je suis dans le cas de la famille recomposée. Donc il y a mon fils Jules qui a 9 ans et ma belle-fille Louise qui a 9 ans aussi. Donc ils ont exactement le même âge. C'est bien parce que j'ai compris qu'ils étaient dans l'âge où ils devaient être potes. Donc... La lune de miel. C'est pas forcément toujours le cas.
Et non, et du coup, ma question, c'était plus forcément, moi, il y a mon fils et une petite fille qui est pas ma fille, mais que j'essaye d'aimer, évidemment, comme je peux. Mais c'est toujours un peu complexe. Et du coup, j'ai quand même en tête qu'il faut quand même que je favorise, en tout cas, que j'ai pas la même relation. Et du coup, je sais pas comment gérer cette différence entre les deux qui est forcément innée, génétique, tout ce qu'on veut. Mais du coup, au quotidien, ça fait un peu 2 clans à la maison. Du coup, on essaye de... Voilà. Et donc, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut... Mais j'ai compris que tu avais déjà donné des clés tout à l'heure. Donc, voilà. Mais en fait, déjà, tu peux dire que tu pourras jamais gommer les différences d'élan que tu as pour les 2 enfants. Dans tous les cas, tu auras un élan plus fort pour ta fille. Ça, c'est ton fille ou ton fils ? Ton fils que pour la belle-fille, ce qui est tout à fait normal. Mais après, du coup, effectivement, comme on a dit, on va peut-être du coup faire un résumé, c'est peut-être intéressant. Au maximum, créer des temps de plaisir partagé entre eux. Et il faut absolument éviter le côté clan quand tu parles, c'est intéressant. Ce côté clan, c'est un terrain glissant, je pense. Fais au maximum comme une unité, crée une unité autour de cette famille. Fais des temps de plaisir partagés, des temps d'émotions forts partagés. Limite au maximum les temps de jeux de compétition, comme on peut faire souvent. Fais des temps de coopération. Par contre, les clans qui pourraient être intéressants, ça peut être un clan enfant contre un clan adulte. Tu vois, dans un jeu, par exemple. Ok. Faire un jeu où chacun gagne ou perd, mais en tout cas, c'est les enfants contre les adultes. Ça, pour créer le lien entre eux. Et après, effectivement, il faut vachement réfléchir à tout ce qui est équité. Tout ce qui est conflit, comment tu résous les conflits, comment tu accompagnes ton fils ou ta belle-fille dans les conflits. Il faut faire attention de ne pas, parce que c'est vraiment ces moments-là qui sont très délicats en fait, de ne pas en favoriser un plutôt qu'un autre. Mais du coup, ça demande vraiment que tu travailles toi-même sur la relation que tu as aussi du coup avec cette belle-fille, et qui n'est vraiment pas simple, parce qu'elle doit être acquise, elle n'est pas du coup, elle est pas innée par essence même en fait. Exactement, et je pense que mon mari arrive à faire ce truc un peu de pas faire le justicier, mais c'est dur. Et c'est vrai que ça marche. Enfin, ça marche super bien. Ça marche. Ah bon, il y arrive du coup ? Il a réussi. En fait, il les a laissés gérer leur conflit et ça a très bien marché. En fait, on pensait que le problème était ailleurs et en discutant entre eux, ils ont trouvé leur solution tout seuls et en fait, il y a eu plus de conflit quoi. Et tout le monde était content. Mais c'est les rares fois où ça marche quoi. Ah, c'est compliqué. Mais sinon, après, les interroger, même une fratrie classique, les interroger, comment tu te sens par rapport à ton frère, c'est quoi pour toi un frère, c'est quoi pour toi une belle-sœur, c'est quoi pour toi une demi-frère, une demi-sœur, les interroger sur ce qu'ils ressentent par rapport à l'autre, et de quoi ils auraient besoin, peut-être aussi pour être plus proches encore. En plus, à 9 ans, ils peuvent vachement élaborer, c'est intéressant quand même. Et demain, tu fais sentir le t-shirt de l'un à l'autre, et tu fais dessiner la famille aux 2. Et là, les surprises, tu verras ce qui est comme boulot à faire. Ouais, je pense que j'en ai pas mal. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je prends le micro parce que je suis juste à côté. Vas-y, on enchaîne. Je suis Stéphanie, celle qui posait la question. Ça rejoint celle de Anne et on ne s'est pas concerté ni pour la question ni pour poser la question. Moi, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux qu'une bonne entente entre les enfants était en grande partie basée sur l'éducation que les parents leur donnent. Ouais. Donc, en partie, tu as déjà répondu aux questions, mais est-ce que tu as d'autres tips que les jeux coopératifs, etc. Ouais, en fait, c'est vrai que tu as raison de préciser, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais effectivement, l'un des facteurs de chance d'avoir une bonne entente dans la fratrie, c'est d'avoir un style d'éducation démocratique. Tu sais, tu as plusieurs styles d'éducation. Le style d'éducation autoritaire, c'est le style classico-classique en France. C'est basé sur les punitions, sur les humiliations, les fessées, les claques. Enfin, c'est le style très autoritaire en France, qui représente une grande partie de la population. Et en fait, on voit que le style autoritaire va augmenter massivement la fréquence des conflits, parce qu'en fait, les enfants sont sous stress, sous pression, avec un style autoritaire, que du coup, ils vont être moins tolérants à la frustration, et plus être en tension les uns par rapport aux autres dans la fratrie. Et le style qui est mis à mettre en évidence et qui est à privilégier, c'est l'éducation classique, non violente, qu'on appelle le style démocratique. Et clairement, c'est le fait de poser un cadre, mais sans violenter les enfants, et dans le respect de leurs besoins et de leurs personnes, et de leurs droits. Et on voit que ça crée des familles où il y a un meilleur climat, une meilleure coopération, et moins de tensions adulte-enfant, et moins de tensions entre enfants aussi. Mais c'est challengeant aussi, clairement, moi, le mardi soir, je suis autoritaire, mercredi matin, je suis démocratique, dimanche soir, je suis permissive, parce que je travaille. Donc bon, on fait ce qu'on peut, quoi. Mais c'est l'idéal, clairement. Merci. T'en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai vu là-bas. Est-ce que vous pouvez faire passer le micro ? Donc, est-ce que tu es Linda ? Non, même pas. Ok, donc il est resté une Linda qui avait posé des questions. Ok. Non, je suis Carole et je voulais écrire hier un mail et puis j'ai pas pu le faire. Donc moi, je suis maman de 3 garçons qui ont 2 ans et demi, 4 ans et demi et 6 ans et demi. Ah ouais, bravo. Franchement. Respect. Merci. Merci. Bon, ma question est un peu complexe, j'en ai bien conscience. Mon aîné
a un TDAH et mon second est ultra sensible. Et autant dire que ça fait pas bon ménage. Voilà, il y a le côté très invasif du plus grand et le côté qu'il faut protéger du moyen. Bien sûr. Et moi, je voudrais des conseils sur les neuroatypies et comment gérer ces neuroatypies au sein d'une fratrie aussi petite, évidemment. Ouais. Je sais qu'elle n'est pas facile, ma question. Alors, bon, je connais bien le TDAH pour avoir un moi-même. Alors, en fait, c'est sûr que quand un enfant avec un TDAH, et encore plus que c'est un garçon, parce que généralement, le TDAH, les garçons, ça peut, en fait, s'exprimer plus par de l'impulsivité, de l'agressivité physique, je pense que c'est ça. Ah. Oui, ouais, forcément. C'est plus moteur, en tout cas. Les filles, ça peut être plus de la rêverie. En tout cas, les garçons, c'est plus challengeant dans une fratrie. En plus, si c'est l'aîné, il va, du coup, un peu donner le tempo de la fratrie. C'est un peu le chef d'orchestre d'une fratrie. Donc, ça peut être challengeant, un peu, les rapports dans la fratrie. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà, par rapport à la neuroatypie, dans tous les cas, et de manière générale, pour toutes les fratries, quand on veut améliorer aussi la relation d'une fratrie, l'entente, il faut mettre le paquet sur l'aîné. Parce que c'est l'aîné qui donne le tempo de la fratrie. C'est-à-dire, un enfant, vous devez encourager, valoriser, essayer de travailler la relation. C'est vraiment l'aîné, c'est lui, d'ailleurs jusqu'à même l'âge adulte, qui va impulser plus la fratrie que le cadet ou le benjamin. Oui. Et donc du coup, avec un enfant TDAH, tu peux être dans ta relation à lui très challengé, très en difficulté. J'imagine tu dois avoir des moments très forts où tu te dis mais je ne sortirai jamais. Oui, le conseil vraiment que je peux te donner, c'est de garder toujours le lien à l'enfant et assurer un maximum de qualité de relation. Le cadre est important de le mettre en place. Quand il déborde du cadre, il faut le recadrer, mais faire en sorte qu'il ne se sente pas lésé et qu'il y ait toujours un lien de qualité avec lui. Et après, tu peux travailler avec lui sur comment il est avec son frère, ses sœurs, comment il perçoit ses frères et sœurs. Mais en tout cas, si plus tu arriveras, à garder la relation avec lui, plus il sera apte, en fait, à aborder sereinement ses frères et sœurs. Je sais pas si je suis claire. Tout à fait. Sur le système, en fait, ouais. Est-ce que peut-être prendre le biais d'un professionnel pour... ouais. Je sais pas si ça existe des thérapies de fratrie, même aussi petits des fois. Non mais si, carrément. En fait, ce que tu peux faire, vraiment, c'est une très bonne idée. Alors, pour les enfants qui ont une neuroatypie, quelle qu'elle soit, un TSA, enfin autisme, TDAH, c'est faire venir à la maison un éducateur ou une éducatrice spécialisée qui est dans le système familial, qui observe les relations, qui arrive à conjuguer les fratries, qui assiste au conflit, par exemple. Et en fait, c'est très compliqué en tant que parent parfois parce que en fait, on perd pied. En fait, c'est très difficile. C'est le handicap, c'est très compliqué. Mais sur le coup, l'éduc-spé à la maison, si elle est vraiment bien formée, elle peut être extrêmement aidante. Et en fait, elle va elle-même modeler un peu les comportements de l'aîné à la maison. Elle va assister au conflit et pour donner des astuces. Et même tout ce qui est, alors ça c'est encore un champ à part qui peut servir à tout le monde dans cette pièce, tout ce qui est grille de comportement. Alors ça paraît très scientifique, mais c'est très utile. Si vous avez des conflits à la maison qui arrivent souvent, ou alors des comportements d'un de vos enfants qui vous préoccupent, l'aîné ou le cadet, le benjamin, qu'importe, vous notez. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez les grilles de comportement, ça parle à quelqu'un ou pas? Non. Truc de psy. Ah, vous êtes pour la petite enfant, c'est ça? Oui, c'est pour ça. Elle est dans le domaine. En fait, c'est une grille où dans une première colonne, c'est hyper utile pour analyser, prendre du recul. Première colonne, on marque le contexte. Quelle heure il était? Est-ce qu'ils avaient faim? Pas faim? Ils étaient combien dans la pièce? Deuxième colonne, on va noter qu'est-ce qui s'est passé exactement, le comportement de l'enfant qui va pas ou le conflit. Donc avec manière hyper opératoire, descriptive. Pas du tout, on n'interprète pas du tout. La colonne d'après, on va noter comment nous adultes on a réagi. Parce que notre réaction est super importante. Et après, on note comment les enfants ont réagi. Et en fait, à force de faire ça, on va voir que souvent, les conflits arrivent, souvent à 18h, avant le moment du repas, du soir. Ça arrive souvent avec les mêmes enfants. Quand on réagit trop fortement, ça augmente les conflits. Il y en a plein dans la soirée après. Donc, on apporte de l'objectivité. C'est ce que l'éduc-spé fera sans doute à la maison aussi. Super. Merci. Avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Allez, là d'un coup, il y en a plein. Allez, 2 dernières. Juste devant et après ici. Bonjour, je m'appelle Fanny et moi j'ai une question concernant la gestion des conflits des enfants adultes. Ah ouais. T'as déjà des enfants adultes? Non, mais moi-même je suis en conflit. Donc moi je suis l'aînée d'une fratrie de 4 et je suis en conflit avec ma sœur, la numéro 2. Et je reproche à mes parents de s'immiscer dans ce conflit. Ah ouais. Mais je sais pas s'ils font bien ou pas. Ça dépend comment ils s'immiscent dedans, en fait. Ça dépend s'ils sont en position de médiateur ou de justicier. Et c'est pas la bonne position, c'est ça? Non, ils sont en justicier, oui. Ouais, c'est ça. En fait, le problème, c'est que effectivement, c'est vraiment ça. Vraiment, toute la vie, finalement, c'est la même chose. Mais si les parents se positionnent en justicier, mais que les enfants aient 40 ans, 50 ans ou 10 ans, c'est pareil. Ça va augmenter la rivalité, la tension, et du coup, distendre un petit peu plus le lien, en fait.
Le mieux, ce serait que les parents s'investissent pas soit ils sont médiateurs, soit ils s'immiscent pas dans le conflit. Mais c'est dur de les modeler à cet âge-là aussi. Je sais pas quelles oui, en fait, ils hébergent actuellement ma sœur avec qui je suis en conflit, donc c'est très difficile pour eux, je pense, d'avoir la bonne. Il n'y a pas de bonne version, mais d'avoir les deux versions. Et c'est vrai que moi, je leur reproche ça. Et ouais. Voilà. Ce qui est fou, c'est qu'à l'âge adulte, nos rivalités qu'on a connues, qu'on a expérimentées étant petit, elles rejaillissent en fait à n'importe quel moment. C'est jamais acquis en fait, et la rivalité, elle demeurera jusqu'à la fin, enfin jusqu'à 70 ans après. Après, c'est lune de miel nouvellement. Donc ils doivent bosser encore un peu. Donc en fait, il faudrait que vraiment les parents. Tu sais quoi, tu vas leur offrir mon livre, je te fais une dédicace pour eux, pour tes parents. Franchement, je pense que même à leur âge, ça va leur être hyper utile, quoi. Je vais le glisser la prochaine fois, ouais. C'est sûr que la situation est déséquilibrée en fait de base, donc les rivalités, c'est réactif. Ouais, c'est d'être compliqué. Après, je pense que en termes de ce que tu peux faire, c'est parler de tes émotions, mais à part parler de toi, ce que tu ressens et essayer de créer un lien avec ta sœur, si les parents alimentent, c'est plus compliqué, ouais. Oui, ça va passer, hein. Bah oui. Non, mais ça va passer. C'est juste que là, effectivement, je sais pas comment ils doivent réagir. Il te reste 35 ans à attendre. Ouais, c'est difficile. Hein. Merci beaucoup. Dernière question ici. Est-ce que tu peux relever la main? C'est toi qui as une dernière question. Ouais. Et après, on va boire un coup, je vous promets. Bonsoir, Aude. Moi, c'est aussi une question plutôt pour en tant qu'adulte. Est-ce qu'il y a des études ou des choses qui ont été vues quand le premier... Enfin, donc moi, on est 3 dans la famille avec mes frères et sœurs. Je suis la seule à avoir des enfants, la première à en avoir. Et est-ce qu'il y a des études justement sur les liens adultes? Moi, je me suis sentie vraiment mise à part, en fait. Voilà. Donc, le fait quand t'as eu ton enfant, avoir des enfants, les autres n'en ont pas. Est-ce qu'il y a des choses justement là-dessus qui ont été vues ou pas vues? Ou est-ce que ça resserre les liens? Est-ce que ça les... Non, ouais. C'est marrant parce que en fait, le fait d'avoir un emploi, enfin, je suis désolée avec les emplois, mais emploi justement à temps plein, le fait d'avoir un enfant ou d'être en couple, d'être marié, ça a tendance à distendre les liens si la personne en face ne vit pas la même chose que toi au même moment, en fait. Après, c'est pareil. C'est tendance générale, hein, mais effectivement. Mais par contre, si jamais après, ton frère, ta sœur a un enfant, ça a tendance sans doute à vous rapprocher. Sauf si le style éducatif est trop différent. Auquel cas, t'as des conflits qui vont apparaître. Et des vrais. Mais oui. C'est pas les mêmes âges, les enfants. Ah oui, c'est pas les mêmes âges. Mais en tout cas, effectivement, c'est un facteur de distanciation, ouais. Parce que c'est une expérience forte que tu vis, qui est non partagée, et du coup, qui a moins de résonance de l'autre côté. Ouais, c'est fort, hein. Mais c'est pas figé. Vraiment. 79 ans. 70 ans, 79 ans, tout de suite, les grands âges. Ouais. Donc on refait une conférence dans 35 ans et normalement tout le monde ici devra dire bon ça se passe plutôt bien pas mort avant. Dans mes frères et sœurs. Et maintenant on doit gérer les conflits de nos enfants qui déjà. auront eux 35 ans. Exactement déjà. Il y a du boulot avant. Merci infiniment Héloïse. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît? Beaucoup. Merci. Et merci à toi pour des questions. Et je voudrais vous remercier infiniment, vraiment, encore une fois, d'être venus ce soir jusqu'ici. Peut-être que vous venez d'un peu plus loin en Aquitaine, que vous avez pris un bus, un train, peu importe le vélo, la trottinette. Mais vraiment, ça me touche énormément que vous ayez fait le déplacement jusqu'ici avec moi ce soir, dans cette froide nuit de février. J'avoue, on aurait pu choisir le mois de mai, mais tu sortais ton livre maintenant. Donc c'est vrai, on n'a pas trop eu le choix dans la soirée de février. Vraiment, si je m'étais dit il y a 6 ans qu'on pourrait remplir une salle pour parler d'éducation, ce qui est pas quelque chose à la mode, de voir qu'il y a aussi des papas ici, vraiment j'ai envie de vous remercier de venir, de participer à ce genre d'échange, parce que on se bat à contre-courant pour vous inclure le plus possible, même si mon podcast s'appelle La Matrescence et parle à la base de maternité. L'éducation, ça nous concerne toutes et tous. Donc, je suis très touchée de voir que vous êtes là et vous êtes impliqués. Donc, merci. Et maintenant, on va profiter, on va s'amuser et on va avoir le temps de discuter en off. Donc, vous pourrez peut-être poser vos questions à Héloïse. Et la séance de dédicace, elle est là-bas. Merci encore infiniment. À tout de suite. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous
devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.